Bah oui, être premier, y a que ça. Être second, ça existe pas. Fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Go ahead. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Make my day. Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous? Le second, c'est un con. Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime du cinéma. Et pour cet épisode 33, j'ai appelé un peu l'incarnation de cette certaine critique gauchiste bien pensante de parisienne, à savoir Stéphane Boulet alias Plugin Baby. Hello papa, comment ça va? Eh ben écoute, bonsoir Daniel, bonsoir à tous. Et je crois qu'avec ce portrait, tu as choisi les substantifs parfaits pour me qualifier. Une certaine bobo, certain bobo des Alpes, quoi. Voilà, un bobo des Alpes. Je suis tellement bobo que je suis dans la très grande couronne, moi, tu vois. Ouais. T'es tellement bobo et tellement dans les Alpes aussi. Ben voilà. Non mais Comment sinon ça va bien. Ben ça va bien. Bah oui, ça va très bien. Comment s'est passé ton voyage cinéphile en Italie? Il s'est passé très très bien, oui, comme je l'ai j'en ai un peu parlé dans After Eight, excellent podcast que je vous recommande. Hein. Pas mal. Je suis parti au musée du cinéma de Turin, et qui est donc pour l'occurrence le plus grand musée européen sur le sujet, et c'était vraiment vachement bien. C'était à la fois vachement ludique, et il y a plein de pièces, enfin tout ce qui est ce qui a amené en fait en gros ce qui a fait passer la photographie au cinéma, ils ont des tas de pièces, des tas d'ateliers, il y a littéralement le premier film d'horreur qui a été réalisé, qui est projeté dans ce musée. Enfin voilà, il y a vraiment des trucs géniaux. C'est vraiment très très chouette, donc je recommande chaudement. En tout cas, tu m'as donné envie. Et de toute manière, j'ai pas besoin qu'on me donne l'envie d'aller en Italie. C'est trop bien l'Italie. Voilà, c'est très très bien. En plus, ouais, on a bouffé des pizzas, des pâtes italiennes à n'en plus finir. C'était génial. C'est qu'ils mangent bien en plus, c'est ça. Oui, ils mangent super bien. C'est ça qui est chouette. Moi, je suis Daniel Andreev et Camille Robotique sur Twitter. Et donc, c'est l'épisode 33. On va vous rappeler, si vous débarquez, si c'est votre premier épisode, voilà comment ça marche. Vous nous faites parvenir des listes, 3 films par liste, un titre si vous voulez vous la péter un petit peu, et vous nous l'envoyez à supercinébattle@gmail.com. On reçoit la liste et on la classe, on la grave dans le marbre même. Exactement, c'est on la selon grave dans le l'usage. marbre. C'est-à-dire... voilà, c'est immuable. C'est immuable et c'est mathématique, c'est de la science. C'est de la science, oui, c'est presque mystique à ce stade. Oui, voilà, exactement. Et c'est une liste, évidemment, on aime bien que vous écoutiez le podcast, mais après, cette liste peut aussi vous êtes utile dans les débats. Quelqu'un vous dit... Tropic Thunder, c'est mieux que Taken. Et là, vous faites non. Voilà. Voilà. Vous sortez la liste officielle. La liste. Je sais pas pourquoi j'ai pris ces 2 exemples. Moi non plus. Voilà. Mais il devrait d'ailleurs y avoir un ministère de Super Ciné Battle en fait pour justement entériner définitivement ces listes dans la Constitution française. Je pense que c'est indispensable. La démocratie ne nous aide pas, mais bon, avec un peu de chance, ça va basculer. Et là, à ce moment-là, Super Ciné Battle pourra devenir la dictature dont tu rêves. Ouais, exactement. Premier film de cette liste, donc de cette merveilleuse liste des années 2000, puisque en ce moment nous sommes sur un créneau des années 2000 à 2009. Memories of Murder, voilà, de Bong Joon-ho, dont je vous recommande, c'est Marocco déjà maintenant, Okja, donc que j'ai eu la chance de voir, qui est un super film et qui sort 28 juin, si je me souviens. Voilà, sur Netflix. Sur Netflix, voilà. Netflix, donc, qui n'est pas du cinéma, si j'ai bien compris. Si on entend tous les cadors de Festival de Cannes, ce n'est pas du cinéma. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est encore, parce que... Mais tu sais que Cannes, j'ai compris un truc, c'est que Cannes, tous les ans, il y a une polémique. Moi, c'était mon premier Cannes, mais j'ai compris que tous les ans, ils se battent sur un truc complètement pourri. Cette année, il y avait pas de truc nazi pour polémiquer, donc du coup, ils ont trouvé autre chose. Hein. Je pense que c'était un peu ça c'est tombé sur eux, pas de bol. oui, voilà. Si Haneke, il avait fait un petit truc un peu bien senti, là. Voilà, Lars von Trier, il vient plus, donc faut trouver des trucs, quoi. Donc voilà, maintenant, c'est le E-cinéma, voilà. C'est ça le PB. Deuxième film, c'est History of Violence. Troisième film, c'est Millennium Actress. Ensuite, Le Voyage de Chihiro, donc l'animation japonaise bien en tête, hein, quand même, de ce top des années 2000. The Host, donc encore de Bong Joon-ho, donc le seul qui classe 2 films pour l'instant. Oui, dans le top 10, tranquille, pépère. Et c'est juste son troisième film, quoi. Ensuite, il y a Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry. Voilà, encore un peu la France avec OSS 117, Le Caire nid d'espion.
Voilà, ensuite, la Russie, voilà, à l'honneur, avec le retour. Vazrachev, dont le réalisateur a eu la palme de la mise... Non, pas de la mise en scène, il a eu... La mise en scène, c'est Sofia Coppola qui l'a eu. Non, alors il a eu laquelle palme? Il en a eu une je sais plus, j'ai pas très bien... Parce que non, c'était pas lui le prix du jury. J'ai oublié. Son film s'appelle Ni Lubov en russe, donc Sans amour, je crois. Je sais plus comment on dit la VF. Et c'est vraiment un très 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 beau film. C'est vraiment un film extraordinairement beau, quoi. Par contre, c'est pas d'une grande gaieté. Ce n'est pas à voir entre si t'as un gamin qui a des problèmes, c'est pas le bon moment. Voilà. Faut avoir le moral de papa pour voir ce genre de film. Ensuite, Shaun of the Dead. Et après, Ip Man en 10e position. Voilà. Donnie Yen, voilà. Tu sais que j'ai rencontré Samong. Oui, je sais. Et je suis fort jaloux. Le mec d'Ip Man 2. Le même Dick Mam 2, exactement. Et il était fidèle à sa légende. Est-ce qu'on fait un petit tour par la fin ? Oh bah oui, parce que c'est aussi là le plaisir de la liste ultime, c'est voir les entrées qui nous ont marqués d'une façon un peu orthodoxe, on va dire. Alors, Planète des singes s'est fait déboulonner de ses dernières places. Oui. Au-dessous, il y a Carlitos Way 2. Voilà, oui, ça peut sembler incongru, mais il y a un Carlitos Way 2, voilà. Tu sais, c'est comme s'il y avait Taxi Driver 3, tu vois. Oui, c'est exactement ça. Et Les Bronzés 3, bah voilà, en parlant de 3, Les Bronzés 3. Agathe Cléry, voilà. Je sais que tu le détestes, Agathe Cléry. Oui, j'ai pas énormément d'affection pour ce film. Je crois en avoir parlé un tout petit peu. J'ai pas énormément d'affection pour ce film. Cinéman. J'ai pas énormément d'affection non plus. Et alors, je sais, un film pour lequel t'as beaucoup d'affection, c'est Astérix aux Jeux Olympiques. Voilà, que j'adore. Dont je crois le réalisateur ou le co-réalisateur a quelques petits problèmes au judiciaire. Quelques petits problèmes, à mon avis, au niveau du récurage du nez, n'est-ce pas? Il utilise une petite poudre. Ne nous regarde pas. Tiens, en parlant de petits problèmes, j'ai croisé notre ami Polanski. Ah oui. T'étais majeur, tu risquais rien, c'est ça? Non, mais surtout j'ai crié rends l'argent, et en fait j'ai confondu avec Fillon. Mon Dieu. Ah là là, putain, mon adignomètre est très très haut, très très haut. Bon, allez, on se lance? Ah bah oui, on se lance. Et voilà, je proposais du coup de clore un chapitre qu'on avait ouvert l'épisode précédent. Oh là là, tu me fais une Denis Brognard, vas-y. Et qu'il faut refermer. On avait parlé de Good Morning England. Et il se trouve que quand tu l'avais évoqué, je t'avais dit, purée, je ne m'en souviens absolument pas. Et genre, j'étais dans l'incapacité de le classer. Et depuis, je l'ai revu, donc, quand même. Et en fait, je me souviens maintenant pourquoi je ne m'en souvenais pas. Puisque au moment où je l'ai revu pour la seconde fois, ces dernières semaines, je me suis arrêté au milieu du film. Parce que j'ai compris que voilà, j'avais pas besoin d'aller jusqu'au bout pour me rappeler. Et donc c'est un film, pour rappeler le contexte, c'est ce moment des radios libres en Angleterre dans les années 60 et le gouvernement qui cherche tous les moyens pour les faire, enfin pas les radios libres, les radios pirates même en Angleterre, et le gouvernement qui essaie par tous les moyens de les faire fermer. Et donc là la radio en question se situe sur un bateau au large des côtes, et globalement voilà, tu suis un peu cette bande de gueulurons. On avait déjà parlé du casting, Philip Seymour Hoffman, Nick Frost, Kenneth Branagh. Donc le problème du film, c'est pas le casting, parce que globalement c'est des acteurs qui sont tous cool. Et puis Kenneth Branagh, il fait, tu sais, le chargé le ministère de la Culture, je sais plus exactement, j'ai déjà oublié le détail pour dire. Kenneth Branagh, tu veux dire le réalisateur de Thor? Le réalisateur de Thor. Je pense que ça va lui coller à vie. Ça va lui coller à vie, exactement. Et qui fait en fait, en gros, le mec du ministère qui est chargé de fermer ces radios libres. Et en gros, alors Quix trouve ça nul. Moi, c'est peut-être l'un des seuls trucs qui m'a vraiment fait marrer, c'est que globalement, il imite Hitler tout le long du film. Voilà, et il m'en faut. Oh, et toi, ton petit cœur tout fait. Ben oui, moi, ça fait fondre mon petit cœur de le voir imiter Hitler avec sa petite moustache et ses petits énervements et ses remarques absolument désobligeantes. Tu me fais remarquer juste un truc, je regardais hier, je suis retombé sur Captain America, et le meilleur passage du film, c'est quand il y a Hitler, évidemment, aussi. Bah oui, évidemment. Et je crois qu'il y a vraiment un truc quand Hitler se fait battre, c'est vraiment viscéral, quoi. Oui, il y a un truc, voilà, t'es dedans. L'As des As, tu vois. Oui, bien sûr, j'adore l'As des As. Moi, c'était un interdit, j'avais pas le droit à l'As des As à la maison. Tu m'en avais parlé. Donc oui, revenons sur Good Morning England. Et en fait, voilà, du coup, le problème de Good Morning England, c'est que tu vois une compilation de scènes de mecs qui passent de la super musique. Vraiment, la BO est géniale. Je pense que le meilleur moyen de regarder Good Morning England, c'est en CD audio.
Vraiment, y a que ça à sauver parce que en fait tout le reste c'est des compilations de scènes avec des mecs qui font des trucs cool, qui prennent des poses cool, des machins, et ça a pas de fil conducteur. Au bout d'une demi-heure, tu t'es déjà retapé 2 fois les mêmes types de scènes, mais juste avec des personnages différents. Au bout d'une heure, t'en as ta claque, et voilà. Enfin, et du coup, le film va nulle part. Tout le contexte justement politique, finalement, tu comprends pas comment est-ce qu'il avance, tu comprends pas comment est-ce qu'il interagit. Genre à un moment donné, ils prennent des mesures, ils te disent oui on va interdire les annonceurs, puis en fait tu vois pas du tout ce que ça impacte sur la radio, parce que la radio continue et puis en fait ça change rien au niveau du comportement des personnages et du déroulé. Enfin c'est voilà, et au final toutes les scènes finissent par se ressembler, et du coup bah t'as une espèce d'impression, voilà, il y a Philip Seymour Hoffman qui bah voilà, il a quand même une présence à l'écran qui est toujours cool, mais avait oui, oui, c'est vrai. Putain, ouais, j'en ai oublié que malheureusement avait une présence à l'écran qui était toujours cool, mais t'as rien qui sort vraiment du lot, et puis au final ça fait une espèce de bouillie. C'est pas honteux, mais voilà. C'est le mot de la fin. Alors où est-ce que tu vas le mettre, puisque moi je l'ai pas vu, je l'ai pas revu en tout cas, donc c'est à toi qu'incombe la responsabilité. Eh ben écoute, moi je mets ça. Aucune suggestion par rapport à ce que tu m'as dit. Aucune suggestion. Mais bah, tu vois, je pense que Die Another Day me ferait plus plaisir. De ce que tu ah, quand même, c'est pas. Mais je regarde. Moi, je le mettrais en dessous de 2012. Au-dessus de Trouble Every Day, qui a quand même une meilleure BO, à mon avis. Meilleure BO, non, là je suis pas d'accord. La BO de Trouble Every Day. Oui, mais quand même, la BO des années 60, il y a quand même du lourd. Et en plus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a du lourd, mais il n'y a pas que des standards. C'est-à-dire qu'il y a un bon mix, tu sais. Ça sent le truc préparé par un vrai connaisseur, pas juste un type qui a pris la compile au carrefour du coin, le top des années 60, quoi. Alors, tu veux qu'il soit sous 2012. Sous 2012, voilà. Donc, Good Morning England devient 67e meilleur film des années 2000. C'est ça. Alors, est-ce que tu veux maintenant rentrer dans le vif du sujet? Oui. Oui. Maintenant que j'ai fait mon petit putsch, là, tu peux y aller. Je vais te dire un truc, et ça m'a paru très étonnant. C'est que on a très peu de films de super-héros. Oui, alors que c'était vraiment c'est quand même la décennie du film de super-héros. Ah bah c'est celle qui a tout lancé. Hein. On s'est pas trop intéressé au genre, c'est très particulier, donc il a fallu attendre plus de 100 films. Je crois on a Batman, et on a Daredevil, qui était notre premier choix de film de merde de cette décennie. Voilà, exactement. Donc, on va faire quelque part, OSS 117, c'est un peu un super-héros à sa façon. Non, c'est un anti-héros, clairement. Et donc, on va faire la liste de Forum... Alors, je sais pas son nom, c'est Forum Frédéric. Merci, Forum Frédéric. Voilà. Bah, peut-être c'est Forum Frédéric, son nom, t'en sais rien. Peut-être qu'il s'appelle Forum. Je m'appelle bien Boulet, donc tu sais, à partir de là, tout est possible. Et c'est une liste qui s'appelle Il débarque. En toute logique. Et le premier film, c'est X-Men de 2000. Voilà, de Bryan Singer. D'ailleurs, on en avait parlé dans un hors-série After Eight avec Benjamin François, hein, le comparse. C'était même dans Super Ciné Battle, on les a tous classés. Ah oui, c'était même dans Super Ciné Battle, oui, exact. On a fait un Super Ciné Battle X-Men, ouais, tout à fait. Donc voilà, X-Men. Reportez-vous-y, vous verrez qu'il n'est pas le mieux classé de non, il n'est pas le mieux classé. Du coup, enfin voilà, c'est pas l'origin story, enfin si origin story du groupe des X-Men emblématique, enfin plutôt autour de comment Wolverine est entré dans les X-Men, vu qu'au moment où il rentre, il y a déjà Storm, il y a déjà Cyclope, le professeur Xavier est déjà chauve et paralysé, enfin voilà. C'est en gros comment Wolverine a intégré les X-Men, plus ou moins au niveau origin story, et comment finalement le groupe des X-Men va se révéler au monde, en fait. C'est ça tout le truc, c'est que les mutants sont un peu partout, puis là d'un seul coup comment s'organise cette force de lutte pour le bien, n'est-ce pas, l'espèce d'ONU des mutants, et comment le monde va réagir, quoi. Et alors c'est un film qui a été en gestation très 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 longue, parce qu'un film de X-Men, on en parlait dans les années 80, tous les ans on en reparlait. Au début des années 90, ils avaient déjà aussi un autre projet de film X-Men. Joss Whedon, il a écrit son projet de film. Michael Chabon, donc le mec qui va coécrire Spider-Man 2 de Sam Raimi. Ah, de Sam Raimi, ouais, j'allais dire. Et qui est un romancier, qui est vraiment un très très bon romancier en l'occurrence. Avait écrit aussi un traitement à la fin des années 90. Fox, qui a les droits, fait Ricochet pendant des années, et il le confie alors à ce moment-là à Bryan Singer. Voilà, Bryan Singer, donc, qui était sorti de Usual Suspects, qui avait aussi fait, comment il s'appelle, le film justement avec Ian McKellen. Apt Pupil.
Voilà, exactement. Mais un sauf élève doué. que Happy Pills, je crois que c'est après X-Men. Ou encore. c'était peut-être après, mais Ouais. c'était cette période-là en tout cas. Et il faut le dire, c'est que à ce moment-là, Bryan Singer, c'est le méga golden boy du cinéma. Après, Usual Suspect, qui a vraiment été un succès extraordinaire même. Enfin. Ah oui, Je regarde les notes. Non, Apt Pupil vient avant. C'est ça. Donc il était avant. Donc il me semblait bien. Ouais, voilà, donc c'est ça. il avait fait son petit Apt Pupil qui est un peu, qui s'appelle Un élève doué. Un élève doué. Qui est un peu son truc, qui déjà il développait des thématiques genre. Oui, voilà. Est-ce que les nazis sont gentils? Est-ce que les nazis sont méchants? En fait, tout le monde n'est pas blanc, tout le monde n'est pas voilà, noir. c'est ça. C'est plus ça. C'est très Verhoeven, si tu me permets. C'est partir sans détour d'un personnage qui était établi comme nazi et voir que finalement les mécanismes qui sont derrière sont tout aussi humains que d'autres en fait. Voilà, c'était ça le truc. Donc on va revenir sur X-Men et justement, il y a un lien entre les deux films, c'est que justement on retrouve Ian McKellen, on retrouve les nazis et l'Holocauste, puisque le film démarre à Auschwitz avec donc Magneto, qui n'était pas encore Magneto. Ils utilisent la réécriture moderne de Magneto qui est c'est un survivant des camps de concentration. C'est un survivant de concentration. C'est ça qui donne sa motivation. Ce que j'aime pas du tout en fait. J'ai jamais aimé cette réécriture moderne. Parce que moi j'aime bien Magneto quand il est fou, parce que tu peux pas expliquer tous les délires qu'il fait. Enfin, il brise des pays entiers en fait avec ses pouvoirs. Après ouais, c'est là dans le cadre du film et aussi dans le cadre de la relation avec Xavier, parce que finalement ça va être tout le truc de tous les films X-Men, c'est-à-dire que ils sont pas d'accord sur un truc. Magneto utilise la manière fasciste, Xavier utilise la manière ONU, et à la fin finalement ils se retrouvent dans une situation où ils sont quand même potes, donc l'autre est pas complètement méchant, puis l'autre il refuse de le sacrifier. Enfin voilà, c'est vrai, tu avais tout le jeu finalement de un peu toute la licence X-Men entre Magneto et gentil, oui mais. Et là, voilà, justement, on lui donne ce contexte de Auschwitz pour montrer que c'est un méchant, justement, voilà, pour évacuer le côté fou et pour lui donner une dimension humaine, quoi. Et le miracle du film, c'est d'avoir eu le bon budget, parce que c'était quand même assez coûteux pour l'époque. Le bon casting. Ouais, et le casting, surtout d'avoir engagé plein de nouvelles têtes. Voilà, des plein gens de qui n'étaient têtes. pas connus, à part Patrick Stewart et d'une certaine mesure Ian McKellen, les autres sont. Et encore Ian McKellen, c'est un mec de théâtre. C'est un acteur shakespearien. À l'époque, c'était pas encore Gandalf. Enfin voilà, il y avait eu ce nez creux. C'était pas la méga star que ça allait devenir. Halle Berry, elle a pas encore eu ses Oscars. Famke Janssen, bon, c'était la meuf de GoldenEye, c'est tout. Elle a fait un James Bond girl. C'est pas pour ça que tu coûtes cher. Voilà. Et surtout, elle a mis en avant un acteur australien, donc dans le rôle de Logan le Canadien, et c'est Hugh Jackman. Hugh Jackman, et qui est quand même. Alors c'est marrant parce que il a un physique beaucoup plus élancé que le Wolverine du comic book qui fait 1m60 à tout. Voilà, qui est trapu, qui est tout le temps recroquevillé. Enfin, c'est d'ailleurs marrant la façon dont il est dessiné. Là, ils ont pris un mec qui est très élancé, etc. Mais pour le coup, c'est vraiment un casting payant, parce que ça va être le rôle de sa vie à Hugh Jackman, parfois avec des bas, parce que tu veux presser le citron quand il y a plus de jus. Voilà, tu presses le citron, et parfois avec des hauts, enfin notamment Logan, on en a parlé, excellent film sorti cette année, et même dans X-Men là, c'est encore le moment où il a des choses à prouver et il sent que ça peut être enfin tu vois qu'il est convaincu que ça peut être son véhicule de carrière, et dedans moi je le trouve vraiment très bon en Logan, quoi. Et puis ce qu'ils ont réussi à conserver, c'est quand même que c'est une fable, une métaphore du racisme et surtout de l'homophobie. Exactement. Puisqu'il y a des moments vraiment que des gens gays ont pu entendre dans leur vie, genre est-ce que tu pourrais pas arrêter d'être mutant? Oui, et exactement. Littéralement, il y a clairement une métaphore très appuyée, et ça sera un peu l'objet de l'œuvre de Bryan Singer pendant très 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 longtemps. De nombreux films, Bryan Singer, il va être un peu prêché ça, c'est-à-dire le fait de s'affirmer en société, le fait d'ouvrir ses pouvoirs, c'est aussi une forme de coming out, et c'est ça son message du film. Je tiens aussi à noter un truc, c'est que le script quand même est assez solide pour le premier X-Men, même s'il y a plein de choses. Si je le revois aujourd'hui le film, il y a plein de choses qui me sautent aux yeux, qui sont intolérables. Il y a plein de choses qui sont compliquées, et en fait, mais moi ce que je retiendrai aussi, c'est que le film est assez bâtard, parce que je pense du fait de la pression
parce que c'est quand même une licence, c'est quand même, enfin les X-Men, en point de vue comique, c'est quand même une licence super importante pour le grand public. C'est pas, voilà, c'est. Et puis c'était 80 millions à l'époque. Voilà, donc, c'était pas rien. Bryan Singer, malgré la réussite de Usual Suspect, c'était pas non plus Spielberg. Et les super-héros n'étaient pas encore en vogue. Voilà, donc personne ne savait que ça allait autant cartonner. Donc tu as beaucoup de pression de tous les côtés et tu sens, enfin moi je trouve, il y a des vrais moments de faiblesse dans le film, mais au-delà de tout ça, il y a des scènes qui sont vraiment incroyablement réussi aussi. Enfin, t'as vraiment, tu sens que voilà, il y a des passages, genre toute la fin sur la Statue de la Liberté avec, tu sais, la tonne d'effets spéciaux où tu vois pas grand chose et puis les enjeux, bon, ils deviennent sans intérêt, machin. Moi, c'est en termes d'écriture, je te dirais, il y a des soucis. Par exemple, il y a tout le combat de Storm qui est traité de manière débile. Oui, ou même Cyclops qui est ridicule. C'est censé être le chef de l'équipe quand même. C'est le chef de l'équipe. et la première fois qu'on le voit à l'écran, c'est-à-dire dans le film de X-Men, il loupe sa cible. Voilà, il loupe sa cible. C'est un nul, il se fait humilier. Il se fait humilier par Logan sans arrêt, et surtout il se fait humilier et il répond jamais. Il se fait humilier devant sa meuf et il répond jamais. Il se fait traiter de dick, littéralement. Et d'ailleurs, je crois que c'est des punchlines qui ont été suggérées par Joss Whedon. Genre, tu vois, tout ce qui est appuyé sur le fait que Cyclops c'est nul, c'est Joss Whedon. Et il y a un autre truc, c'est que c'est un film qui a été écrit par David Hayter, que tu connais sans doute. C'est le mec qui incarnait Solid Snake, la voix de Solid Snake dans tous les premiers jeux Metal Gear. Ouais, jusqu'à ce qu'il soit remplacé par Kiefer Sutherland dans le dernier. Mais et qui s'est fait une spécialité quand même d'adapter les trucs un peu compliqués. Donc il a fait X-Men, mais il a fait aussi Watchmen ensuite. Enfin, et ensuite il est passé à la réalisation, je crois. Donc c'est quand même un mec qui est plutôt doué, et il s'est fait aider par donc Macquarie, l'éternel. L'éternel, voilà. Double positif, j'ai envie de dire, de Bryan Singer. De Bryan Singer, ouais. Et on l'avait dit, je crois, à l'époque. Est-ce qu'on a fait Usual Suspect, ou je sais plus si on a fait. Ah non, on l'a pas fait. Je crois pas. Mais autant dire un truc, le succès du Usual Suspect, pour moi, c'est Macquarie, genre à part les acteurs, j'entends. C'est à 80%, c'est Macquarie. Ah bon, on en reparlera, mais oui. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est un secret presque de Polichinelle, quoi. Mais bon, et à un moment, il faut avoir la vista, il faut avoir le bon auteur, le bon réalisateur, les bons acteurs, et c'est ce qui s'est passé à la fois sur Usual Suspect. Usual Suspect, ouais. Et sur X-Men, j'ai envie de te dire, c'est le film qui a cartonné au moment où il fallait. Où il fallait, ouais. Voilà. C'est le film qu'il fallait, alors parce que justement on en parlait, enfin l'approche en fait du film, et on n'est pas dans des délires justement comme ça avait pu être le coup, genre parce qu'à l'époque ils hésitaient vachement sur le style, c'est-à-dire on fait un film de super-héros donc il faut que ça ait l'air comic book, mais genre faut que ça ait l'air comic book, mais dans l'esprit de gens qui lisaient pas de comic book. Donc ça a donné des trucs, genre il y a des partis pris par exemple dans le Hulk de Ang Lee qui sont super curieux, tu comprends pourquoi ce qu'il les a fait, mais qui fonctionnent pas, etc. Là qui fonctionnent parce que c'est, enfin qui fonctionnent entre guillemets parce que c'est Ang Lee. Oui, mais voilà, bon, peut-être qu'on en reparlera. On en reparlera. Mais là vraiment ils ont essayé de faire de se dire bon, on va faire en sorte que le film soit, on va prendre le truc au sérieux et essayer de faire en sorte que le film se tienne en dehors du cercle présumé des fans de X-Men, quoi. Ils ont essayé de faire un film avec les X-Men, mais qui s'adresse un peu à tout le monde, quoi. Et je pense que c'est ça, c'est ce film-là, enfin, c'est à partir de ce film-là qu'on a vu que ça pouvait cartonner à fond. Et que la machine était lancée. Et que la machine était lancée. Marvel, ils ont emboîté le pas. Alors, où est-ce qu'on va le mettre ? Où est-ce qu'on va le mettre Et alors, je peux te dire un truc, il peut pas aller au-dessus de Batman Begins pour moi. Ah non, mais il va pas au-dessus de Batman Begins. Enfin, quoi que aujourd'hui, je préfère X-Men à Batman Begins, mais je peux comprendre. Pour moi, genre si tu me dis il faut rebattre X-Men demain, je fais avec la fin, avec le Magneto qui fait c'est une espèce de machine à transformer en cacamou, mais on dirait une machine de méchant loupé de James Bond, quoi. Ah oui, non, mais la fin elle est pourrie, mais par contre là, tu sais, je parle de scène réussie. Pour moi la scène de la gare, ouais, où t'as Magneto qui tient en joue toute la police, enfin, je trouve la scène elle est vraiment fabuleuse, quoi. Elle est vraiment vraiment fabuleuse, quoi. C'est souvent ça avec Bryan Singer, c'est qu'il y a une scène. Il a une idée en fait. Il y a une scène bien pensée. On va faire le mec qui court et tout le reste est ralenti. Bon, voilà. Ok, d'accord. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est un truc qu'on retrouvera souvent, c'est qu'il a souvent une idée vraiment géniale, mais pour le coup vraiment géniale et bien exploitée. Que ça soit son idée à lui. Et c'est ça, on sait jamais si c'est trop lui. Et après autour, c'est parfois c'est super flottant. Enfin, c'est très étrange, quoi. Bon, et après, je peux t'accorder que c'est un film, il peut pas aller au-dessous les 11 commandements. J'ai reçu plein de mails aussi. Ils font t'as compris la nature des 11 commandements. C'est bien, c'est que je peux dire ça, mais tu peux pas le vérifier, toi. Non, c'est ça. Oui, tu peux dire ce que tu veux. C'est ça la vraie dictature. Ouais. Le pacte des loups m'amuserait plus. Ouais, moi aussi, en fait.
Bah écoute, juste en dessous du... Non, en dessous du Pacte des loups, ouais, c'est bien. Ouais. Ça me va très bien. Voilà, on est d'accord. Ouais, je suis vraiment bon choix, voilà. X-Men, donc des années 2000, et 52e meilleur film. C'est-à-dire vraiment le milieu, puisqu'on en est à 104 films, là. Voilà, bah exactement. Ah, il est le vraiment, film médian. Vraiment médian. Continuons. Donc sur la liste de Florent Frédéric, on a fait qu'un seul film, putain, on a déjà 30 Non, minutes. deux. Oui, tu m'auras pas comme ça. Okay. Quoi, c'est mathématiquement, c'est vrai. Le deuxième film est Iron Man. Voilà, Iron Man, donc de Jon Favreau. Alors, de 2008, l'astuce veut que je l'ai revu littéralement la semaine dernière. Putain, comment tu fais ? C'est que mon fils un jour a débarqué, il fait « Ouah, papa, j'ai appris qu'il y avait un film Iron Man. » Et puis de fil en aiguille, on l'a regardé. Voilà. Je peux te dire un truc, c'est que c'est celui dont j'ai le plus d'affection, en fait. Alors, moi, oui et non. À part... C'est compliqué, oui et non. Déjà, pareil, casting, Robert Downey Jr., parfait. Il faut prendre un acteur qui est sur la pente descendante, mais qui essaie de se refaire un nom. Mais là, il s'est déjà refait un nom. Enfin, il a fait Kiss Kiss, mais il a fait Kiss Kiss Bang Bang. Mais Kiss Kiss est un succès d'estime. C'est un succès d'estime. Oui, et un succès critique. Mais je pense que, c'est une certitude. Tu regardes sa carrière, le rôle qu'il a dans Kiss Kiss Bang Bang. En fait, son Tony Stark, il est directement hérité. C'est le Kiss Kiss Bang Bang. Et en fait, tous les films qu'il va faire après Kiss Kiss Bang Bang, il va juste décliner son personnage de Kiss Kiss Bang Bang. Enfin, littéralement quoi. Et ça, on le doit à Shane Black. Donc voilà, mais il est parfait, Anthony Stark. Vraiment, je pense qu'on pouvait pas rêver meilleur acteur pour incarner Tony Stark. Ça aussi, c'était un projet qui était en gestation. Et moi, je suis retombé sur mes vieux Wizard. Donc, Wizard, c'était le magazine de comics des débuts des années 90. Et il y avait un moment un casting et tout le monde rêvait de Tom Selleck à l'époque. Ah, tout ça parce qu'il a une moustache, quoi. Oui, c'est ça, genre. C'est Hollywood. Hein. Genre, tu sais, c'est comme dans Prometheus, on aurait pu prendre un vieux, mais non, on veut Guy Pearce absolument. Tu vois, c'est pareil. Et là encore, il y a, je sais pas ce qui s'est passé. Moi, je trouve que ce film a une. Est-ce que c'est la peine de revenir dessus ? C'est un film quand même qui est quand même assez présent dans l'imaginaire des gens. Oui, tout à fait. C'est celui qui a démarré toute la machine Marvel. C'est ça. Et il n'avait pas à se soucier de ce qu'il y avait derrière. La scène finale, ça a été mis vraiment comme un clin d'œil, puisqu'à la fin, il y a. On voit apparaître Nick Fury, donc joué par Samuel Jackson. Il regarde la bande dessinée Ultimate dessinée par Brian Hitch et il voit son visage et ça a été fait d'après sa gueule en fait. La bande dessinée a été faite d'après sa gueule, donc forcément, ouais. Et d'ailleurs, il y a même un moment, il y a Xavier qui apparaît, il a été fait d'après la gueule de Patrick Stewart, mais là, le film est antérieur. Mais là, le mec, ils ont choisi dans la bande dessinée, donc Mark Millar et Brian Hitch, de lui donner la gueule de Samuel Jackson. Samuel Jackson voit ça, il fait mais putain, il faut que je sois dans ces films. C'est ça, il faut que ce soit moi. Et c'est rétroactivement qu'il est devenu Nick Fury en fait. C'est parce qu'il s'est vu dans la BD et qu'il a dit ouais, moi je veux faire ça quoi. Et je pense que c'est aussi son bon coup de pognon quand même parce que il se retrouve un peu dans tous les films. Il se retrouve dans tous les films et tu regardes honnêtement en fait il a rien à foutre. Il a rien à foutre de tous les films quoi. Donc il a le bon rôle quoi. Dans Avengers, il tire 2 fois au pistolet et ça va quoi. C'est ça, voilà, il fait 2-3 trucs, il apparaît 2-3 fois, il fait semblant d'être mort, il revient, c'est nickel, c'est vraiment parfait quoi. Donc le petit rentier Samuel Jackson, bravo. Du coup, ce qui est intéressant pour moi en tant que fan de BD, tu sais à quel point je suis fan de BD, c'est la manière dont ils ont réussi à garder le maximum possible de ses origines. Alors certes, il n'est pas Tony Stark n'a pas son accident au Vietnam, il l'a en Afghanistan, mais à la rigueur en Afghanistan, c'est tout à fait logique par rapport au contexte. Je veux dire, par rapport à aujourd'hui. Voilà, c'est un changement légitime. Ouais. Et je trouve que ils ont pris vraiment le bon casting des acteurs motivés quoi. C'est-à-dire que Jeff Bridges, il est ok en méchant, quoi. Il est vraiment. Lui, il est très bon. Par contre, son personnage est nul. Son personnage est nul. En fait, c'est aussi le problème du film, quoi. Et là aussi, il va avoir un problème des films Marvel et qu'on va pouvoir. Un des deux problèmes, c'est-à-dire c'est les trucs qui volent et qui vont s'écraser sur Terre. Oui. Et 2, c'est le méchant est en fait le double du gentil. Oui. Et là, voilà, il devient Ironmonger et il devient une sorte d'Iron Man 2 quoi. Oui, puis surtout ça tourne autour d'un problème de gestion de l'entreprise. Genre ils sont pas d'accord sur l'orientation de l'entreprise. C'est un conseil d'administration qui se passe mal et il se finit de taper sur la gueule. Enfin, je veux dire, en termes d'enjeu, c'est
déjà, moi je pense que mes gamins, quand ils l'ont vu, je pense qu'ils ont pas compris vraiment le fin mot de pourquoi est-ce qu'à la fin le mec il devient méchant, juste à part il est méchant. Et même d'un point de vue global, bon, c'est en fait, c'est super bizarre parce que ça aurait dû peut-être occuper peut-être un tiers ou peut-être à la rigueur la moitié du film, mais en faire, c'est le pinacle. Ça manque un peu d'envergure, quoi. Ça retombe un peu, quoi. Mais en même temps, là encore, ils savaient pas où ils allaient, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais par contre, là où c'est réussi, et là où c'est très très réussi, au-delà du casting, j'ai dit, parce que même Gwyneth Paltrow, qui l'aurait cru qu'elle était bien là. Elle est géniale, et en plus, moi j'adore son personnage. Et elle court avec des talons à un moment, c'est mortel. C'est le meilleur effet spécial du film. Moi, ma blague préférée de tout le film, c'est quand elle réveille la meuf avec qui Tony Stark a baisé, la première, tu sais, la journaliste, et elle discute, et puis la meuf, la journaliste, elle lui balance un truc genre ah ouais, vous êtes un peu la bonne à tout faire, et puis Gwyneth Paltrow la regarde, elle fait oui, je peux même sortir les ordures s'il me le demande. Ce dialogue est génial, vraiment faramineux. Et moi je te dis, mon effet spécial de tout le film, c'est quand elle court avec ses talons en petite jupe là. En plus elle a le look, c'est complètement, elle trigger to making. Non, elle est parfaite dans ce rôle, quoi. Donc voilà, au-delà du casting, c'est que déjà l'armure est super bien rendue. Ça peut être pareil con à dire, mais je veux dire, quand tu vois l'armure, je trouve qu'elle fonctionne super bien. Les séquences de vol sont top. Les séquences de vol et les évolutions d'armure. Et les évolutions d'armure il est pas tout de suite. Il a d'abord une armure Mark II. Et l'armure Mark II, elle est pas au top. Et du coup, il rentre bien l'idée qu'il va s'améliorer. Il va s'améliorer, ouais. Voilà, et donc du coup ça c'est des aspects qui fonctionnent vraiment bien. Les premières séquences de vol où il s'envole, il se tape contre le mur, enfin voilà, tu sens bien le truc. Le problème, c'est qu'après, ça va servir de matrice pour tous les films Marvel, et on va arriver encore aujourd'hui en 2016 avec le même film, sauf qu'ils ont changé le nom du personnage, mais c'est un peu le souci, c'est qu'après ils vont s'enfermer dans la formule. Mais voilà. Donc c'est un film que j'aime bien, mais je trouverais cruel que Iron Man paye pour par exemple Iron Man 2. Ah oui, bien sûr. Et puis tous les non mais Iron Man, parce que je trouve que celui-là vraiment est en tant qu'origin story, et je te dis, on n'en peut plus des origin story, mais en tant qu'origin story, celui-là est très 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 potable. Il est très potable, et c'est peut-être mon Marvel préféré à quelques détails près. Voilà, donc voilà, moi c'est juste qu'il manque un peu d'enjeu, il est un peu long pour ce qu'il a raconté en fait, c'est ça. Enfin, c'est ça le problème, c'est que. Mais il le raconte avec Robert Downey Jr. Il le raconte avec Robert Downey Jr. C'est vrai. C'est quand même plus intéressant que beaucoup d'autres trucs. Voilà, exactement. C'est un film qui reste plutôt chouette. Par contre, il y a des trucs, ça m'a fait marrer. Tu sais qu'en 2008, le top du top, c'était d'avoir une page MySpace. Ah, oui, c'est génial parce qu'il y a un dialogue à un moment donné, je sais plus, à la suite de la soirée, et Tony Stark qui fait « Oh, j'espère que cette photo finira sur votre page MySpace ». Et genre, tu regardes ça, tu fais « Hein ?» Ouais, explique ça à ton fils. Oui, c'est ça, cherchez pas les enfants. Et tu sais, peut-être qu'un jour, toutes les références à Twitter, tous les films basés sur Twitter, puisqu'il commence à en avoir, dont le fameux chef de Jon Favreau. Ah bah voilà, Jon Favreau, on retourne sur. Tu l'as vu, Chef? Chef, c'est celui où il fait un fourgon, un food truck. C'est Little Miss Sunshine avec un food truck. Voilà. Ok, oui, je vois. Et c'est basé sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans? Peut-être il y aura plus ces réseaux sociaux-là. Et tous ces trucs auront vieilli. Oui, auront vieilli instantanément, ouais. Où est-ce qu'on va mettre Iron Man? Et je le mets au-dessus de Batman Begins. Moi aussi, je le mets au-dessus de Batman Begins. Là, pour moi, il y a vraiment pas à discuter. Moi je vois aux alentours de Rocky Balboa. Moi je préfère Tekken. Et je préfère 8 Mile. Moi j'allais le mettre au-dessus, mais écoute, je suis prêt à te le donner. Voilà, juste en dessous d'8 Mile, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bah, il est juste au-dessus de Zatoichi, donc ça va très bien. Écoute, je me battrai pas pour Iron Man 1, ce qui est une phrase que j'aurais jamais cru que je dirais 10 ans après sa sortie quand même. Surtout une phrase qui va graver dans le marbre Iron Man. C'est une phrase qui est lourde de conséquences, Daniel. Ouais, c'est pas une phrase anodine. Bon, c'est un film qui a 10 ans et on peut le réévaluer. Oui, bien sûr. Ça. Et je pense qu'il est dans le top tier, officiellement. Il est juste au-dessus de Zatoichi, Printemps, été, automne, hiver. Oui, il a pas du tout une place honteuse. Innocence, les autres. Et Hurt Locker, qui est un peu. Kung Fu Hustle. Enfin voilà, donc on est. Et Batman Begins. Donc. On est bien, quoi. Non, il est bien entouré. Je pense que le dernier film de la liste de Forum Frédéric va être un peu plus facile. C'est Hulk de Ang Lee. Ah bah voilà. Voilà, donc c'est quoi Hulk? C'est 2003, non, c'est ça? Ouais, exactement. Bien joué. T'as vu ça? Donc Ang Lee, c'est marrant parce qu'Ang Lee, c'est pareil, tu me dis Ang Lee, sur un projet pareil, tu t'y attends pas forcément. Parce que les gros blockbusters d'action à effets spéciaux comme ça,
c'est pas forcément le truc sur lequel on le verrait. Enfin, je veux dire, le type avant, il avait fait Tigre et Dragon, il avait fait Ice Storm. Préjudice, Raison et Sentiment surtout. Raison et Sentiment, enfin, genre, voilà, c'est pas forcément de l'homme de situation a priori. Et Hulk, c'est un film comment dire, qui est très très bizarre. Déjà à l'époque, quand je l'avais vu, je trouvais les effets spéciaux passablement, comment dire, datés. J'avais l'impression que c'était le Shrek du live movie, quoi. Alors, je vais te dire un truc pour cette impression, elle est totalement justifiée. Tu sais quel est le problème de la motion capture qui a été faite. Elle a été faite d'après le visage de Ang Lee. C'est Ang Lee qui a utilisé son propre visage pour Hulk. Et si tu sais ça se voit. Genre, tu vois plus que ça, en fait. Tu ne vois que ça, et surtout, ça explique ses mous. Genre, il a une moue bougonne, mais aussi il a une moue kawaii. Et moi, au moment où Hulk il commence à se barrer et qu'il a peur du chat là, et qu'il se cache dans les buissons, là j'ai fait c'est bon, on m'a perdu. Et alors c'est con parce qu'en plus Eric Bana, je le trouve plutôt bon en Bruce Banner en fait. Eric Bana est un bon acteur très sous-évalué, je trouve. Très sous-employé. Et parce que le dernier film où je l'ai vu, c'est le roi Arthur, si tu veux. Il jouait. Oui, d'accord. Il jouait. Non, mais par exemple, Dragon. Il jouait le père d'Arthur. Par exemple, on a parlé dans ce podcast de Munich. Et voilà, enfin, moi c'est un acteur que j'aime beaucoup, Eric Bana. Et en plus, j'aime bien son physique, c'est-à-dire qu'il a vraiment un physique très particulier. Je saurais pas dire quoi, mais voilà, c'est un type. Non, il a un truc entre le beau gosse et l'animal. Oui, c'est ça. Voilà, exactement. Il y a un truc. Voilà, exactement ça. Entre le beau gosse et l'animal. Enfin, vraiment, il a du charisme. Et en plus, je trouve qu'il joue bien. Donc c'est vraiment un type que j'aime bien. Et je le trouve vraiment bon en Bruce Banner. Là encore. Casting, alors, pourquoi pas. Je trouve bon dans ce Bruce Banner, et je vais dire un truc un peu iconoclaste pour plein de gens, mais je trouve que dans le Hulk suivant, comment il s'appelle, Norton. Ed Norton est aussi bon dans le Hulk qu'ils essayent de faire en fait. Je pense que dans l'optique origin story, Eric Bana est pas mal, quoi. Ils font de toute façon, ils font pas les mêmes films, mais ça on en reparlera peut-être une autre fois. Mais donc voilà. Donc déjà le premier point, c'était les effets spéciaux qui à l'époque étaient très 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 limites, et puis comme dit, c'est un film, je sais pas trop ce qu'il voulait faire. Je vais te dire, il y a un gros problème pour moi déjà dans l'écriture dès le début, puisque il a un ennemi, donc c'est le père de Betty Ross, qui est Thunderbolt Ross, donc qui est militaire, c'est un général. Et donc il a cet ennemi, mais en plus il en a un autre qui est son père. Qui est son propre père, donc. Ça, c'est un truc complètement genre. Rajouté, oui, puis je veux dire, c'est quelque chose qui existe, mais dans la BD en plus, Banner est un garçon battu par son père. Enfin, genre ça ajoute toute une couche qui est pas exploitée, parce qu'en fait la façon dont son père revient dans le récit, parce que pendant toute une partie du récit il est complètement éclipsé en fait, le personnage de Nick Nolte, la façon dont il revient, puis que il revient en abomination, oui. Enfin, c'est vraiment pas très, c'est vraiment nul. En fait, il fait vraiment raccrocher au récit, et en plus pour le coup l'affrontement final, je le trouve catastrophique. Tu sais, je sais plus où est-ce qu'ils sont. Non, c'est l'homme absorbant, mais je sais plus où est-ce qu'ils sont. Tu sais, ils sont sur une espèce de décor lunaire, tu vois rien. Mais ils sont pas sur un port. Je sais plus ce que c'est, honnêtement, je me rappelle plus. Le truc, c'est que en fait, pas réaliser les scènes d'action non plus. Voilà, et tu vois, tu distingues rien, c'est-à-dire que t'as le syndrome Transformer, c'est-à-dire que tu vois deux trucs géants qui se battent dans une pénombre. Il y en a un qui est gris, l'autre qui est vert, mais en fait quand il fait nuit, ils sont noirs tous les deux. Ils se tapent, et puis à la fin t'en as un qui est debout, t'as pas compris comment, et l'autre qui est par terre, qui a perdu, et c'est calamiteux, quoi. Moi je déteste ce film, et voilà, le truc c'est qu'ils ont rajouté à une histoire simple qui est c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde en super-héros, enfin en super-héros, ouais, c'est ça. En monstre, quoi. C'est l'idée de base de Bruce Banner qui devient Hulk, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est aussi simple que ça. Et là, ils ont rajouté tout un truc de papa. Ouais, il a battu. Enfin, en plus, son père, il a tué sa mère. Enfin, ça a ajouté toute une couche dramatique qui n'aurait pas dû être, alors que c'est simple quand même. Il est ou qui aurait dû être traité autrement. Enfin, en tout cas, qui là est pas traité, et ça fait vraiment bricoler. Ouais. Et ouais, puis c'est pareil, l'incrustation, tu sais, des split screen façon bande dessinée. Genre à un moment donné, t'as un type qui meurt plein d'écran, l'image se fige, il y a des contours de BD qui apparaissent autour de lui, on passe à autre chose. Genre, ok, t'adaptes une bande dessinée, mais là comme ça, là non, ça a pas sa place, quoi. Bon, encore une fois, c'est un truc qui a été milliards de fois réécrit et qui est passé de main en main. Oui, je pense que voilà, c'est. Où est-ce qu'on va le mettre ?
Où est-ce qu'on va le mettre ? Eh ben écoute, pas trop haut, hein, j'ai l'impression. Non. Pas trop haut. Moi je le vois sous X-Men de toute façon, c'est sûr. Évidemment sous X-Men. Mais je le mets au-dessus. Au-dessus ou en dessous de King Kong ? Moi je préfère King Kong personnellement. Bon bah écoute, je le mets au-dessous de Baise-moi. D'accord. Donc il est genre 76e meilleur film. Oui, là c'est le bas du tableau. Hein, ce qui n'est pas très haut. Mais il est au-dessus de Moulin Rouge et je pense que Moulin Rouge c'est ta barrière psychologique. Je te connais ça, mon loulou. Bon bah remercie Forum Frédéric. Merci Forum Frédéric pour cette liste. Écoute, j'ai trouvé une liste qui est vraiment intéressante. Une liste qui nous parce que toutes les autres c'est de la merde, il faut vous le dire quand même. Non, c'est pas ça, mais là il y a vraiment un assemblage de films hétéroclites alors que là on a fait des films de super-héros. C'est qui que tu traites d'hétéroclite là exactement là ? Arrête. Laisse-moi faire mon travail. C'est un film c'est une liste qui nous est envoyée par Fétide. Merci Fétide, excellent pseudo Fétide, j'aime beaucoup. N'est-ce pas ? Je suis fan. Et le titre de sa liste c'est Jusqu'où peut aller une tribu. D'accord. Voilà. Et le premier film de cette liste c'est Le Village de M. Night Shyamalan. Ah bah voilà, Le Village. Donc, alors c'est marrant parce que c'est, on va le dire tout de suite, c'est la fin de l'état de grâce de M. Night Shyamalan, ce film-là, en fait. Alors, publiquement et aussi qualitativement. Oui, bien sûr, c'est parce que le juste avant, c'était Signs, c'est ça, dans l'ordre, si je me souviens bien. C'était Signs, ouais. C'était Signs qui était juste avant. Signs qui avait déjà provoqué pas mal de réactions épidermiques, mais qui, pour ma part, je trouve très défendable. The Village, c'est vraiment celui qui a mis tout le monde d'accord contre. Non, pas tout le monde. Il y a quand même. Oui, mais les fans de Shyamalan sont toujours là. Oui, mais bon, globalement, c'était la fin. Là, on lui disait, oh là, la fin de la lune de miel, quoi. Ouais, c'est la fin de la lune de miel. Encore un film à twist. Voilà, donc le pitch, c'est une petite communauté qui vit dans des isolés de tous dans un village, donc avec des bois énormes, genre une forêt gigantesque autour d'eux, et on sait juste que globalement ils n'ont pas le droit de sortir du village parce qu'il y a une force maléfique. Il y a des monstres ou je sais pas quoi. Voilà, on connaît pas la nature, on sait pas exactement ce que c'est, on sait pas si c'est un mythe ou pas, mais globalement c'est tu sors, t'es mort. Voilà, c'est ça le pacte entre guillemets. Et donc du coup, ça va être on va suivre cette communauté et notamment le personnage joué par Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix, ouais. Voilà, Palme d'or de meilleur acteur. Voilà, et visiblement il a pas compris qu'il l'avait reçu. C'est peut-être mon moment préféré de Toucan 2017, c'est quand on donne la palme du meilleur acteur à Joaquin Phoenix et qu'il bouge pas. Est-ce qu'il faut que j'y aille ? Et il voit tout le monde qui se tourne vers lui et il met littéralement 15 secondes à réaliser que les gens le regardent, tu sais. C'est pour ça que je le trouve sympathique aussi. Hein. Et oui, mais c'est génial. Et il débarque, et du coup il débarque, il fait ah ok, excusez, j'ai gagné. C'est vraiment génial quoi. J'ai envie de dire, c'est du Joaquin tout craché. Hein. Oui, c'est ça. Mais quand il avait fait sa fausse retraite, tu sais, à l'époque, et qu'il est revenu, qu'il avait fait le film en fait sur le film sur le rappeur suicidaire là. Ouais, c'est ça, voilà, exactement. Non, mais Joaquin Phoenix, on l'a déjà dit parce qu'on a déjà eu We on the Night qui est très très bien classé chez nous. Ouais. We on the Night qui est 19ème. C'est un très très grand acteur quoi. C'est vraiment. Il attend plus qu'un Oscar quoi. Enfin, je veux dire, c'est un scandale qu'il n'ait jamais rien eu pour toutes ses performances vraiment extraordinaires quoi. Ouais, tout à fait. Et dans beaucoup de registres différents. Enfin, bon. Donc... dans les films de PTA. Exactement. Ouais, vraiment grand acteur. Donc voilà, et donc le village, en gros, je sais plus, il y a une espèce de. L'idée, c'est que t'as aussi une histoire de couleur, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de porter du rouge. Parce que ça attire les créatures de la forêt, alors que le jaune est censé les protéger. Il y a aussi un code des couleurs. D'ailleurs, si vous vous amusez, c'est aussi le cas dans Sixième Sens. Le Sixième Sens, pardon, où t'as aussi toute une thématique, enfin tout un jeu sur la couleur rouge. C'est un truc que tu retrouves dans ce film-là aussi. Voilà, et du coup, qu'est-ce que je me rappelle, enfin il y a une histoire où à un moment donné ils sont face à un dilemme, ils sont forcés de quitter le village pour chercher, je sais plus si c'est des médicaments, un truc comme ça. C'est le twist. Je sais plus ce que c'est, enfin il y a un truc qui va les pousser à se confronter finalement aux créatures de la forêt, quoi. Et comme tu l'as dit, c'est vraiment celui de la pente descendante pour moi, parce que d'abord c'est vraiment le premier dont j'ai vu clairement le twist après 5 minutes. Oui, c'est ça, c'est que là on est au stade où on sait qu'il va faire un film à twist et il n'arrive plus à le dissimuler en fait.
Il arrive plus à le dissimuler. Et surtout, le problème, c'est qu'on arrive au moment où il fait tourner tout son film autour de ça, finalement. Ouais, c'est que le reste est quand même très très creux, en fait. Voilà, c'est ça, exactement. C'est parce que t'as des films à twist, même quand t'as deviné le twist ou quand tu l'as déjà vu, quand tu les revois, en fait, t'as une seconde couche, t'as truc. Là, c'est pas le cas. Là, il est vraiment concentré sur son mode d'écriture qui est devenu presque automatique à ce moment-là, je pense. C'est ce qu'on attendait de lui, de toute façon. C'est un film de Shyamalan, pouf, t'as un twist, voilà. Donc du coup, il était parti en mode automatique et finalement, tu te rends compte que il savait pas quoi raconter et qu'effectivement, à partir du moment où c'est éventé, t'as pas grand-chose pour t'accrocher derrière, quoi. Ouais, si le twist te déçoit, à partir de moment, tu peux plus sauver le film. Et c'est ce qui se passait au terme de critique et populaire et critique, quoi. C'est que les gens étaient pas dégoûtés, ils ont dit wow, ça suffit, quoi. Oui, c'est ça, on arrivait au bout du concept. Et Bryce Dallas Howard, en plus, n'est pas une actrice suffisamment forte pour soutenir tout le film. Donc, ouais. Donc, moi, c'est pas un film que je porte dans mon cœur. Où est-ce qu'on va mettre The Village Et qui est pourtant une réussite commerciale, ceci dit. C'est pas encore la fin. C'est pas encore tout à fait la fin. Bah, on en parlera peut-être pour le prochain. Où est-ce qu'on met The Village Moi, je le mets très très bas parce que c'est un film que j'ai aucune envie de revoir. Moi, j'ai envie de te dire, je vois Sweeney Todd et je préfère quand même The Village à Sweeney Todd. Donc, tu mets The Village sous Les Choristes. Ouais, pourquoi pas. Ouais, sauf si t'as envie de le mettre au-dessus. Ah non, c'est bon. The Village. Aucune. Mais on est peut-être un peu dur parce que tu sais quoi, il y a quand même. Qu'est-ce qu'on peut sauver dans Village Il y a la photo de Roger Deakins. Oui, bah il y a... C'est ça qui est fou avec ce mec, c'est que quand même il fait des films visuellement quand même très intéressants, quoi. Bah il arrive quand même à, ce sera encore un peu moins le cas par la suite, mais bon bref, il arrive quand même à toujours avoir un certain œil, quoi, en termes de mise en... Il y a des trucs intéressants, mais le problème c'est, comme on a dit, le moteur tourne à vide, quoi. Et finalement ça sert pas grand chose. Et ok, il sait faire des jolis plans, des séquences qui sont à moitié réussies, mais finalement ça t'apporte rien. Enfin, je veux dire, tu t'en fiches, quoi. Et donc c'est là où c'est dommage, quoi. Et juste un truc technique, est-ce que Roger Deakins, est-ce que c'est pas le plus grand oubli de tous les temps des Oscars? C'est directeur photo de genre plus d'une dizaine de frères Cohen. Je me suis jamais posé la question dans ces termes-là. Faudrait que je vérifie, mais effectivement, s'il a jamais rien reçu, parce que oui, c'est un peu honteux. Mais je pense que dans les directeurs de la photo, à mon avis, ça doit pas être le seul. Non, bien sûr. Mais voilà, c'est pareil. Je suis pas sûr. Est-ce que Thelma Schoonmaker a déjà reçu si, elle a dû recevoir un Oscar quand même très tardivement. Mais voilà, genre hyper tardivement, alors que. Bon, c'est pareil, voilà, on est... J'ai une tendance à penser que ça va être quand même, dans les prochaines années, ça va être le rôle cinématographique le plus mis en avant, et ça, c'est en partie à cause de Chivo, qui en a quand même eu... il a eu quoi, 2 ou 3 d'affilée? 3 d'affilée, c'est ça? Oui, donc oui, parce que Emmanuel Lubezki, en fait, déjà, c'est marrant, parce que Lubezki, actuellement, tu le prends pour faire la direction de ta photo, t'es sûr d'être choisi aux Oscars, quasiment. Oui, t'es sûr de faire de la méga bonne cam, quoi. Et surtout, enfin, il a un sens de l'image, Lubezki, enfin, et de la photo, qui est extraordinaire. Meilleur compte Instagram. Non, mais ce type, il est fou. Enfin, vraiment, ce qu'il fait. Et en plus, c'est pareil, il est pas enfermé dans un style visuel. Enfin, c'est-à-dire que tu reconnais sa patte. Enfin, de toute façon, c'est la définition d'un auteur. Tu reconnais sa patte. Mais c'est-à-dire que il est pas tout le temps dans les mêmes types de lumière, dans les mêmes types de plans de caméra. Il a vraiment une approche cinématographique incroyable au service du projet sur lequel il travaille, quoi. Écoute, The Village, il est 84e là. Bon, tout va bien pour lui. Tout va bien pour lui. Il est bien, il est confortable. Alors donc, jusqu'où peut aller une tribu? Un deuxième film, c'est Apocalypto de Mel Gibson. Apocalypto de Mel Gibson. Gibson. On est tout de suite dans un autre registre. Tout de suite dans un autre registre. J'annonce la couleur. Pour moi, c'est un grand film. Voilà. J'étais sorti pas dubitatif du film, mais c'est un film qui est vraiment très genre d'une efficacité redoutable. Ah, mais moi je le trouve extraordinaire, vraiment. Enfin, c'est pour moi, en termes de mise en scène, c'est le Mel Gibson le plus fou, le plus jusqu'au boutiste et le plus cohérent. Enfin, je veux dire, parce qu'il, enfin, le plus jusqu'au boutiste, non, parce qu'il a fait La Passion du Christ, mais La Passion du Christ est un film malade. Est un film malade, complètement incohérent. Là vraiment, c'est un projet de mise en scène
qui se tient du début à la fin, qui est extraordinaire. Qui est fait sans aucune forme de star. Qui est fait... de toute façon, le pitch, voilà, on suit en fait une tribu. Donc c'est, je sais plus, c'est en Amérique centrale exactement. Je sais plus où c'est, de toute façon. Je sais même pas si c'est précisé. C'est le Yucatan, non ? Je sais plus exactement. Et en gros, cette tribu se fait attaquer par une autre tribu concurrente et sont réduits en esclavage. Et voilà, et donc on assiste à un pur survival, c'est-à-dire que le pitch c'est pas plus compliqué que ça, c'est-à-dire que des mecs sont capturés, il y en a un, le héros qui s'appelle Patte de Jaguar, je crois, ou un truc comme ça. Ouais, c'est Patte de Jaguar. Ouais, voilà. Et qui va s'échapper et qui va essayer de survivre. Enfin voilà, c'est un survival, il y a des types qui le poursuivent, il y en a un autre qui essaie de s'échapper, l'enjeu c'est survivre. Voilà. Et il y a des moments extraordinaire, enfin c'est filmé en pleine jungle, la couleur verte qui t'envahit partout, enfin le dialogue est minimaliste, ultra minimaliste, et en plus se fait en langue maya, ou enfin moi c'est une des plus belles façons de filmer la forêt, c'est-à-dire à la fois la magnificence, parce que t'as des plans où tu vois la canopée, tu sais, au-dessus, gigantesque, à la fois la peur, c'est-à-dire que l'utilisation de ta ligne de vue qui est brouillée, les multiples cachettes, des endroits qui se ressemblent tous, etc. Enfin vraiment, la forêt est un personnage vraiment à part entière, littéralement, parce que de toute façon à un moment donné elle est personnifiée à travers un vrai jaguar que rencontre le héros. Enfin voilà, il y a toute une thématique là-dessus, et il y a et la scène la plus extraordinaire du film, et qui à mon sens prouve tout le talent de metteur en scène incroyable de Mel Gibson, alors que c'est la scène en fait justement où la troupe enfin la tribu qui se fait capturer par les autres arrive dans la cité des méchants entre guillemets. Je me souviens plus des noms, donc je vais dire les gentils et les méchants. Voilà, des antagonistes. Des antagonistes, et en fait, en gros, tu les vois arriver, et en fait, si tu regardes bien toute cette scène-là, en fait, c'est-à-dire qu'ils sont amenés, ils entrent dans la cité, ils arrivent jusqu'au sacrifice rituel, et en fait, le héros s'échappe lors d'un sacrifice qui, en fait, consiste à échapper à des lances qu'on leur jette dessus, quoi. Et en fait, si tu regardes bien toute cette scène, c'est littéralement Mel Gibson en quelques plans, et sans aucun dialogue ou quasiment, juste avec des travelling, des mouvements de grue, enfin du pur cinéma, du pur langage cinématographique, en fait te montre la façon dont cette société, les antagonistes, est organisée. C'est-à-dire que t'arrives, tu débarques, t'as la plèbe, t'as les esclaves, puis t'as la plèbe, puis tu passes aux bourgeois, puis tu passes aux fonctionnaires, puis tu passes à la famille royale. Et en fait, tu remontes littéralement toute la société des antagonistes comme ça, jusqu'à arriver à la fin où avec l'espèce de chef de la tribu qui est dans son délire sanguinaire, voilà. Et je trouve cette séquence vraiment formidable, parce que c'est aussi un des propos du film, c'est justement le choc entre le film nous parle finalement du moment où la civilisation va frapper l'Amérique centrale, puisque le film se termine sur l'arrivée des colons portugais ou espagnols, je sais plus, un des deux. Et voilà, et ce film raconte ça, c'est-à-dire que la corruption, la violence et la haine de l'autre naît au sein d'une société à leur organisation moderne, et tu le vois à travers cette séquence-là où tu remontes toute la société, et plus tu montes, plus tu montes, moins t'as de gens, mais plus ils sont sanguinaires et fous. Enfin vraiment, je trouve la séquence d'une niveau mise en scène est vraiment incroyable, vraiment, vraiment incroyable, quoi. Alors moi je veux te soumettre à quelque chose, parce que moi j'étais très partie prenante pour le film, mais quelqu'un m'a donné sa vision de la fin. Ouais. À la fin, moi, j'en ai une aussi. Écoute, tu vas me donner. Il y a les missionnaires qui arrivent à la fin. Ouais. Et alors toi, tu comprends ça comment ? Moi, les missionnaires qui arrivent à la fin, c'est tout simplement, en fait, pour moi, c'est un signal d'alarme. C'est-à-dire que beaucoup ont vu dans cette fin-là le prosélytisme de Mel Gibson, parce que c'est la vision qui m'a voilà. défendu. C'est que Mel Gibson, faut le rappeler, c'est un fondamentaliste chrétien au sens le plus désagréable du terme, avec des propos homophobes, des propos racistes, tout le tintouin. Oui, je crois qu'il a un problème, grosso modo, que Mel Gibson a un problème avec les femmes, avec les gays, avec les juifs aussi, j'ai entendu dire. Oui, avec les juifs aussi. Donc voilà, c'est quelque chose des gens en fait ont vu cette lecture-là, parce que le personnage est un fondamentaliste chrétien, etc. Mais pour moi, à mon avis, c'est pas la bonne interprétation, ou en tout cas, si elle l'est, moi je vais dire si elle est, en tout cas, elle est pas centrale, pour une bonne simple raison. J'ai vu la vision, moi vas-y, termine. Voilà, si elle est, en tout cas, pour moi, elle est pas du tout centrale, parce que déjà les chrétiens qui arrivent, on les voit littéralement deux plans.
c'est pas du tout le cœur du film. Ouais, mais c'est la force du symbole aussi. C'est la force du symbole, Et mais n'oublie pas, Mel Gibson, ce n'est que symbole. ce n'est que symbole, mais en même temps, d'un point de vue historique, bon, on peut pas faire autrement que dire que c'est des chrétiens fanatiques qui sont arrivés et qui ont exterminé ces populations. Donc, d'un point de vue purement historique, entre guillemets, ça se tient, mais surtout d'un point de vue symbolique, moi je trouve qu'en fait l'interprétation que je la fais, et je pense que c'est la bonne, c'est que en fait c'est juste une façon de souligner le déclin d'une civilisation. C'est-à-dire que oui, c'est la fin d'une époque. C'est la fin d'une époque, c'est-à-dire qu'on voit ces deux peuples. À autre chose, quoi. Voilà, on passe ces deux peuples qui s'entre-déchirent et qui en fait, en s'entre-déchirant, ne voient pas le vrai danger. C'est-à-dire, du coup, le fait qu'ils vont se faire coloniser et ils vont être exterminés par ce peuple extérieur. Et pour moi, l'arrivée des chrétiens... Pour moi, c'est ça la symbolique, c'est que... Exactement, c'est pour moi aussi. C'est symbolique qu'ils vont tous, de toute manière, mourir dans pas longtemps. Exactement, ils vont tous mourir de pas longtemps. Et d'ailleurs, pour moi, cette symbolique est d'autant plus pertinente par rapport à l'autre interprétation que, justement, le personnage de Pat de Jaguar, donc le héros, il termine le film en se retirant complètement de la civilisation. Et lui, en fait, c'est là où finalement, comme je disais, c'est un survival, c'est là où il survit, et c'est le seul à survivre, parce que c'est le seul à se retirer définitivement de la vie des hommes, et finalement à échapper symboliquement au destin de la fin de la civilisation. Non, mais moi, c'était mon opinion, mais je suis Voilà, quand même pour moi assez aussi. réceptif aux mecs qui me disent que c'est la symbolique du gentil blanc qui va venir coloniser l'homme, et du point de vue gibsonien, c'est très possible aussi. C'est possible, mais le problème, c'est que moi, je le vois pas du tout comme... Moi, c'est pas des gentils blancs. Naturellement. C'est pas des gentils blancs. Enfin, en tout cas, c'est suffisamment, ambigu, c'est-à-dire que, comme dit, tu les vois littéralement deux plans et tu les vois arriver. Ouais, mais quand même, il y a quand même un truc, quoi. Oui, mais disons qu'il y a rien qui t'indique qu'ils sont gentils ou méchants. Et moi, je préfère lire le film, c'est-à-dire un film qui nous parle d'un peuple qui s'entre-déchire, d'une civilisation moderne qui détruit une civilisation plus ancienne, parce que c'est ça aussi, hein. Le village qui se fait détruire au début du film, il est primitif par rapport aux antagonistes qui, eux, ont une véritable cité avec une pyramide, etc. Donc pour moi, la logique progresse. Et une organisation religieuse. Une organisation religieuse, une organisation civilisationnelle, une organisation patriarcale, etc. Tout ce que tu veux. Donc pour moi, la logique du film veut que finalement, plus on s'avance dans la civilisation et plus on va se faire bouffer par une civilisation, entre guillemets, plus avancée, en tout cas plus moderne. Et c'est vraiment ça, pour moi, la symbolique de cette fin-là. Et elle s'inscrit, enfin en tout cas, pour moi, le film la justifie et elle s'inscrit dans le film, quoi. Ouais, du coup, ça permet de passer outre les... Quand même, voilà. Enfin, même malgré le travail de reconstitution et d'adaptation aux Mayas, aux trucs linguistiques, il y aura toujours des grosses erreurs et tout ça. Oui, ça de toute façon. Et puis même, je veux dire, nous on n'est pas historiens spécialement non plus. Voilà. Je veux dire, il y a peut-être il y a toujours des points qui à un moment donné t'échappent alors qu'ils pourraient paraître énormes à des spécialistes du genre, quoi. Où est-ce qu'on va le mettre ? Pour moi, je vois ça assez haut, vraiment. Enfin, c'est un film. C'est un film viscéral. C'est un film viscéral. Et vraiment, quand tu me dis viscéral, je pense à Wrestler. Ouais, et moi même, je mettrais en dessous de Monstres et compagnie. D'accord, écoute. Ok, c'est bon. Ouais, c'est un film, je trouve épatant, enfin vraiment. Putain, on est assez pinpoint, toi et moi. Ça doit faire longtemps qu'on n'a pas enregistré, c'est pour ça. C'est ça, ouais. On se manque en fait, et du coup on veut pas perdre l'autre. Tu sais. Non, toi d'abord. C'est ça. Tu classes d'abord. Non, alors, toi. le dernier film qui va pas nous mettre d'accord comme ça. Tu le vois d'arriver d'ici. Donc jusqu'où peut aller une tribu avec Hot Fuzz de Edgar Wright. Oui, Edgar Wright, donc le second film de la trilogie Cornetto. Ouais. Hein, après Shaun of the Dead et avant le dernier bar avant la fin du monde. Donc le pitch, c'est en fait un super flic de la ville joué par putain le trou. À chaque fois t'as un problème avec Simon Pegg. Oui, alors j'adore Simon Pegg. Putain, j'adore Space et tout. Enfin voilà. Pense à Star Trek maintenant. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Donc joué par un super flic de la ville joué par Simon Pegg, qui est envoyé en race campagne. Où globalement il va se faire chier et en fait voilà il va devoir un peu revoir ses méthodes jusqu'à ce qu'un mystère lui tombe sous la main, et il a un collègue, donc Nick Frost, donc de toute façon le duo au cœur de la trilogie Cornetto, qui est gros sympa. Voilà, le gros sympa qui lui au contraire est un flic de la campagne qui a jamais vu d'action mais qui est fan de films d'action et qui se dit ouais la vie de flic ça devrait être comme dans les films de Michael Bay. Globalement c'est ça. Hein. Et ils arrivent dans un village... l'histoire se passe dans un village... Oui. Tout ce qu'il y a de plus banal. Voilà. Oui, là, un village anglais avec ses pubs, avec... je sais plus, il y a toute cette scène où ils verbalisent, je sais plus, genre des tracteurs, enfin tu vois, voilà, c'est le village mort. Enfin, mort en tout cas pour le mec de la ville, quoi. Et tout d'un coup, il y a un meurtre dans la ville et qu'est-ce qui se passe ? Voilà.
Et j'ai beaucoup d'affection pour ce film. J'adore ce film, il me fait hurler de rire. C'est ce que j'aime avec Edgar Wright, c'est qu'avec avec très peu d'argent, il fait beaucoup de choses, quoi. Il a une manière il a une manière de signifier tous ses plans. Il a une manière de rendre ça intelligent et de... Ouais, non, vraiment, j'adore. On l'a déjà dit, c'est un vrai réalisateur dans le sens où c'est un type qui utilise son image pour servir son propos, quel qu'il soit au moment de la scène, quoi. Et c'est déjà le cas aussi. En fait, moi, je vais dire tout de suite le problème que j'ai avec ce film-là, c'est que le film, en fait, se révèle être un mélange des genres. C'est-à-dire que il y a le film d'action, évidemment. Il y a aussi du whodunit. Oui. Classique. Il y a aussi un peu de la satire sociale. Il y a aussi de la satire sociale. Bah encore la satire sociale, elle est en filigrane. Donc finalement, c'est ce qui me gêne le moins. Il y a aussi il y a un côté slasher en fait. Et en fait, le problème, c'est que je trouve que la cohabitation se fait pas aussi bien que dans un Shaun of the Dead qui mariait la comédie romantique et les zombies. Je trouve que les parties sont un peu trop segmentées. On en a un tout petit peu parlé au moment de Shaun of the Dead. Je préfère celui-là. Et pourquoi ? Parce qu'il me fait juste plus rire en fait. Et qui n'essaye pas en fait de changer de... il ne revient pas à son style originel. Il ne revient pas... ça reste quand même un whodunit, quoi. Un polar. Je sais pas si on peut dire... Ça reste une comédie, quoi. C'est ça qui est le plus important. Bah justement, moi, c'est là où je trouve dommage, c'est que justement, Shaun of the Dead arrive à pas être plus qu'une comédie, c'est parce que ce serait péjoratif, mais à être une comédie, mais à s'inscrire complètement dans un genre. C'est-à-dire qu'il abolit les frontières, alors que là, on reste dans une approche peut-être plus classique du pastiche hommage entre guillemets. Mais on en avait parlé à l'époque de Shaun, c'est que Shaun, au bout d'un moment, il redevient un film d'horreur classico. Ouais, mais il redevient un film de zombies lambda en fait. Oui, lambda, mais pour moi c'est aussi le propos, c'est que ça reste avant tout un film de zombies en fait. Et moi j'adore les films de zombies et finalement je trouvais ça logique que on en revienne. En fait, on y revient régulièrement. On reste toujours... alors que là, justement... voilà, moi, ce que je disais, ce que je reproche à Hot Fuzz, c'est que on est sur plusieurs genres et qu'ils sont juxtaposés les uns après les autres. Tu vois, par exemple, le film d'action, et ben finalement, ça concerne que le dernier tiers du film. Tu vois, ça c'est clair. Tu vois, il y a un côté plus segmenté et donc un peu plus... moins total, entre guillemets, dans son approche des genres, à mon sens. Et c'est sans doute une des meilleures prestations de Timothy Dalton. Donc oui, Timothy Dalton est génial. X007 qui est extraordinaire. Qui fait le maire, je crois, non ? C'est ça, il me semble. Oui, il fait le maire du Bled. Le maire du Bled et qui est vraiment génial. Il fait le maire ou je sais pas, ou le président de l'association. Oui, il fait un notable en tout cas. Voilà, il fait le joli notable. Et en fait, je trouve que le propos sous-jacent est génial et ça me fait penser un peu à ce qu'on avait dans Groland en fait. Tu vois la satire de Vincent Marronnier, tu vois les villages, caricaturaux. Et ben c'est ça que j'aime dans ce film en fait. Ce film se moque de la France de Jean-Pierre Pernaut, quoi. Oui, non, effectivement, il y a de ça. C'est ça. Mais en gardant quand même une espèce de dynamique rock'n'roll très très Britpop, quoi. J'ai envie de te dire. J'adore ce film. Ce film me fait hurler de rire, quoi. Et la séquence finale, larmes aux yeux de rire. Oui, voilà. Non, mais c'est un film que je trouve bon, etc. Mais voilà, moi, j'expliquais juste le fait que il soit, à mon sens, je préfère Shaun of the Dead à celui-là, parce que Shaun of the Dead, il n'y a pas ce côté juxtaposition, il y a un côté filé, quoi. Là, c'est un peu plus séparé, segmenté. Alors, où est-ce qu'on va le mettre ? On va le mettre près de Shaun of the Dead, de toute façon. Je pense que ce serait la logique. Ce serait la logique. Moi, je le préfère à Shaun of the Dead. Écoute, mais toi, je sais que tu es plutôt Shaun of the Dead. Écoute, Daniel, ça ne me dérange pas. Enfin, je veux dire, on est à un stade. C'est des bons films. C'est un des meilleurs réalisateurs qui a émergé des années 2000, avec Edgar Wright. Donc, ouais, et je pense que les grands réalisateurs des années 2000 sont bien positionnés quand même dans notre. Voilà. Donc moi, honnêtement, ça me gêne pas de te laisser Hot Fuzz au-dessus de Shaun of the Dead, quoi. Oh là là, j'apprécie. Allez, écoute, Hot Fuzz. Putain, on est vraiment d'une politesse. Ouais, t'as vu ça, hein ? Qui l'eût cru ? Qu'est-ce qui nous arrive ? Si on parle en termes de réalisateurs, regarde. Bong Joon-ho, Cronenberg, Satoshi Kon, Miyazaki, Bong Joon-ho encore, Michel Gondry, Hazanavicius, Alexei Zanguitsev, donc récemment palmé, et deux fois Edgar Wright. Edgar Wright, ouais. Non, vraiment, on est bien. Mais ça veut dire que Ip Man quitte le top 10. Mais voilà. Mais chaque fois, je pourrais regarder Ip Man pendant des années. Mais Donnie Yen est toujours dans le top 10 de notre cœur, Daniel, tu le sais. Ben, c'est clair.
On remercie Fétide pour, Merci, Fétide. pour sa liste. On a le temps encore de faire une liste, j'imagine. Bah oui. On fait Allez. une liste encore. Allez. Ah bah oui. Allez, je suis chaud. T'es chaud? Alors, c'est Je une suis liste. chaud patate. Alors, merci Fétide. Et maintenant, on passe. Je crois que les jeunes disent plus ça, chaud patate, mais bon, c'est pas grave. Non, mais t'as jamais été jeune. Oui, je crois que j'ai jamais été jeune en fait, c'est ça le problème. Une liste qui nous est envoyée par Julien. Merci Julien. Et c'est une liste qui s'appelle Karim Debache l'a chroniqué et il va sûrement tenir compagnie à Daredevil. Alors, ça parlait de jeux vidéo, non, à un moment donné? Il y a un petit peu de jeux vidéo, mais alors, tu veux que je te dise, j'ai pas vu les Karim Debache concernés, je crois pas avoir vu en tout cas D'accord. celui du film du milieu, mais bon, on verra bien. Bah, c'est une erreur à réparer tout de suite. Hein. Mais pourquoi? Oui, bien sûr, mais tu sais pourquoi j'ai choisi cette liste? À cause surtout de son premier film, c'est le seul à me l'avoir donné. Ah. C'est un film dont le titre est rentré dans le dictionnaire français. Oh là. Puisque c'est Gamer. Ah oui, il est rentré tout récemment avec l'orthographe francisée. Oui. Ah oui, donc oui, on tape, attention, dans le grand cinéma, quoi. Ah là, Gamer, c'est un moment... oui, c'est du lourd. Et vous voyez là, je regarde le bas de notre liste, Samouraï, je peux vous assurer que ça commence au niveau Samouraï. Ouais, déjà, c'est... Putain, c'est quoi? C'est l'histoire, en fait... Tu veux que je te fasse le... Je le connais bien, ce film. Dans mon histoire, c'est l'histoire d'un espèce de loupard ou d'un zonard. Non, c'est un zonard. Un zonard, Il est joué par Saïd Taghmaoui. Voilà, c'est ça. Qui est l'idée révolutionnaire d'un jeu, c'est ça en fait. Il est en tôle. Il se retrouve en tôle. Dans sa tôle, il met au point un jeu vidéo. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça, il a une idée. Vidéo. En plus, c'est vraiment, on dit que c'est l'idée révolutionnaire, le jeu vidéo ultime. Il imagine un ninja qui se bat. Oui, c'est ça. Dans les faits, c'est ça. Dans les faits, c'est extraordinaire, quoi. Donc il sort de tôle et pour se racheter, quoi, il se dit je vais lancer mon jeu vidéo. Et là, je te jure qu'il va voir qui y a de mieux que c'est Ariel Dombal. Oui, Ariel Dombal, ouais, tout à fait. Qui est directrice d'une boîte de jeux vidéo. Qui est la chef du Ubisoft parallèle. Ah ouais, dans un monde parallèle très 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 lointain. Et il y a beaucoup de couleuvres à avaler quand même dans ce film. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans un monde parallèle lointain dans ce film, de toute façon. Voilà. Il donne sa démo. Devant l'idée révolutionnaire, Ariel Dombal va lui voler. Voilà, elle veut lui voler parce que son truc c'est tellement bien. Elle lui vole et là il dit « Oh, ma démo, ils ont volé ma démo !» Oh, putain, mais... Ouais, c'est ça. C'est pathétique. C'est pathétique. Enfin, il y a rien qui va. Enfin, je veux dire. Parce qu'en fait, il se fait voler sa démo. Il y a Gérard Vives. Est-ce que vous vous souvenez de Gérard Vives? Bah, moi, je m'en souviens, malheureusement. Mais Gérard Vives, c'est celui qui jouait Gérard dans Les Filles d'à côté. Dans Les Filles d'à côté, ouais. Le bodybuilder. Le bodybuilder homosexuel qui trie les serviettes. Et, aujourd'hui, c'est plus possible de faire ça. Ah non, c'est plus possible. C'est interdit par la loi. D'ailleurs, il est dit qu'il est homosexuel ou c'est juste on le devine parce qu'il est honteusement efféminé? Je me rappelle plus. C'est jamais dit. C'est jamais dit, c'est ça, oui. Oui, on a fond sur le cliché, genre, vous avez compris de quoi on parle, les gars. Sans doute, Azoulay lui a dit de le jouer comme ça. Hein. Ah oui, non, mais je pense que c'est de la direction d'acteur, monsieur, c'est un métier. Tu vois. Et donc lui, ah oui, j'ai oublié de dire, Gérard Vives joue un espèce de Jean-Claude Van Damme. C'est ça, ouais, exactement. Ouais. Et il y a Jean-Claude Van Damme qui parle à la fois, genre, tu sais, il parle un peu en... c'est ça, c'est même typiquement Van Damme, parce qu'il mélange... Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mal fait mon coup de pied, tu vois. C'est ça, oui. Il est dans une espèce de néologisme mélangeant anglais, français, accent pas possible. Enfin, peut-être qu'il est le meilleur acteur du lot. Hein. Bah peut-être, ouais, c'est parce qu'il y a aussi Bruno Salomon qui joue dedans, qui est complètement, enfin, à côté de ses pompes. Enfin, je pense que personne sait ce qu'il fout là, en fait, littéralement. Mais je pense que lui ne sait pas non plus. Ah oui, je pense qu'il sait pas. Il avait la couleur du chèque. Et en plus, il faut dire aussi, il y a un truc très important, c'est que visuellement, ce film est abominable. Horrible. C'est horrible. C'est-à-dire que bon, il y a d'un côté les fameuses séquences de jeu, parce qu'à un moment donné, le jeu ils finissent par le développer et tout. Donc t'as des séquences de jeu d'une laideur incroyable, et pour nous qui connaissons bien le jeu vidéo, même en 2001, c'était pas possible de faire des trucs aussi immondes. C'était du genre, on a fait un polygone de personnages. Oui. Et on lui a donné 3 trucs, c'est-à-dire étape 1, il a donné le coup de poing, étape 2, il a donné le coup de pied, et étape 3, il est normal. Voilà, donc, exactement. C'est du laideur. C'est affreux, donc déjà il y a ça. Enfin, je sais plus si c'était là ou After Eight, mais tu sens déjà le film qui a été conçu par des gens qui n'aiment pas le jeu vidéo, qui ne connaissent pas les jeux vidéo et qui pensent
connaître les goûts des gens qui aiment les jeux vidéo. Enfin, tu sais, t'as cette espèce de circuit complètement débile et qui se disent ouais, c'est super bien, ça ressemble à ça le jeu vidéo. Non. En 2001, le jeu vidéo ne ressemblait pas à ça. Dans mon souvenir, 2001, c'est l'année de Max Payne. Voilà, donc c'est pour ceux qui se rappellent un petit peu de Max Payne, le film, hein, évidemment. Pas le. Non, mais attends. Pas le navet. Oui, c'est ça, 2001. C'est l'année de Max Payne. On avait Payne. déjà passé Code Veronica. Enfin, Oui, non, mais je veux dire, mais tu prends rien qu'un film qui est sorti au même moment. Max Payne, enfin c'était ça la gueule d'un jeu vidéo à l'époque, quoi. C'était pas ce qu'il nous montre là. Donc déjà il y a ça, et puis surtout même dans le monde réel, la photo est abominable. C'est une laideur. C'est un film agressif, je pense même corrosif. Je pense que t'as l'humeur vitrée de ton œil qui fond en vous regardant ce film, littéralement. Alors, il reste un débat intéressant, c'est est-ce que c'est suffisant pour les amateurs de nanars? Bah, je sais pas. Le problème, moi j'en ai un souvenir vraiment pénible, c'est-à-dire que parce que c'est pareil, t'as une volonté comique, une volonté un peu cool, tu sais aussi à plusieurs moments dans plusieurs personnages, bah notamment le personnage de Gérard Vives. Et le problème, c'est que quand ce genre de truc tombe à plat, c'est plus gênant que drôle. Donc je sais pas, c'est pas un film que j'aimerais revoir. Tu vois, t'as des nanars qui sont vraiment nuls, genre Story of Ricky par exemple. Je prends un plaisir fou à le revoir à chaque fois, tu vois. Là, c'est pas le cas. On est à un degré où Samouraï est plus plaisant. Je pense aussi, et plus attendrissant en fait. Bah oui, parce qu'il y a plus de Samouraï, c'est un peu le film idiot du village. C'est pas complètement de sa faute quelque part. Tu vois, t'as un côté, voilà. Là, comme dirait ma grand-mère, c'est ni fait ni à faire. Ta grand-mère a bien raison. Exactement. Mais je crois pas qu'elle est vue gamer par contre. Par contre, je crois que sur YouTube, on peut pas trouver le film en intégrale. Non, mais je pense que dans un cache converteur bien comme il faut, tu dois le trouver. Hein. D'ailleurs, j'ai trouvé dans le cache converteur près de chez moi que je fais régulièrement pour acheter mes films. J'ai trouvé plusieurs exemplaires de Samouraï. Hein. Et à un prix honteusement élevé, c'est-à-dire à 99 centimes d'euros. Alors, il faut surtout pas confondre avec Gamer celui avec le mec de 300 là. Gérard Butler. Gérard Butler, ouais, c'est Ultimate Game, je crois en fait, il s'appelle un truc comme ça. Mais il faut pas le confondre hein, parce que. Ah non, faut pas le confondre parce que oui, c'est pas le même genre de film. chier aussi hein. Mais c'est pas pareil. C'est pas le même genre. Où est-ce qu'on met alors Gamer? Où est-ce qu'on met cette daube? Je regarde à tout hasard s'il n'y a pas Gamer film complet en français sur YouTube. Pour nos auditeurs. Moi, personnellement, est-ce qu'on met au-dessus ou en dessous des Bronzés 3? Qu'est-ce qu'on fait de ce film? Parce que les Bronzés 3, t'as aussi un contexte qui vraiment tape sur le système aussi, tu vois. Oh là là, qu'est-ce qui... Putain. C'est dur de choisir, hein, finalement, tu vois. C'est vraiment dur de choisir. Hein. Je pense que c'est au-dessous de Carlitos Way 2. Oui, c'est au-dessous, ouais. Je pense que c'est... Oui. J'ai du mal à imaginer Carlitos Way 2. Ouais, non, c'est en dessous. Il n'y a pas Saïd Tegmo qui fait « Ma démo! Ils ont volé ma démo !» Ça pourrait devenir le nouveau générique de Super Ciné Battle, tu sais. Exactement, ouais. Non, mais tu vois, parce que des films... Enfin, les Bronzés 3, Agathe Cléry, c'est des films qui me poussent vraiment à la haine, tu vois. Mais quoi, Gamer aussi, dans un certain sens. Hein. Putain, c'est dur. C'est dur. Écoute, il va falloir trancher. Faut trancher. Je pense que je préfère me regarder encore Gamer que Bronzé 3. Écoute, je pense que c'est une difficile. Tu sais, c'est dans les temps difficiles que nous reconnaissons les grands hommes, Daniel. C'est face à l'histoire que se construit la légende. Et je crois qu'effectivement, je déteste plus les Bronzés 3 que Gamer. Donc Gamer il doit être 100e maintenant. Voilà, quelque chose comme ça. Gravé dans le marbre à la 100e place. Voilà. Et s'il et finalement, c'est pas une si mauvaise place que l'achète. C'est ça, en laserdisc. Vivement la réédition en Blu-ray 4K. Oui, ça c'est exactement ce que j'attends. Ouais. Deuxième film de sa liste est Paranormal Activity. Ah, Paranormal Activity. Et c'était les années 2000 ? Putain, je jouais ça plus tard, moi. Ouais, c'est ça, c'est 2009 en fait. Putain. Je sais pas pourquoi je jouais ça vachement plus tard, moi. Paranormal Activity, donc c'est un film de found footage. Et je vais te dire un truc, je ne l'ai pas vu. Ah, tu l'as pas vu ? Non. Ah bah moi je l'ai vu. Et il y en a 4, je vois, donc... Oui, c'est ça. Film de found footage qui a coûté... Je te laisse parler, je regarde la meuf de Gamer qui est quand même très 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 jolie.
Voilà, tu vois, comme quoi tu regrettes pas de l'avoir mis au-dessus des Bronzés 3. Je google, vas-y, continue, je google image là. Donc Paranormal Activity, donc c'est un film de found footage, hein, le fameux sous-genre du film d'horreur, enfin principalement du film d'horreur, il n'y a pas que ça, mais principalement du film d'horreur, où des gens auraient prétendument retrouvé des cassettes de gens en train de se filmer à qui il est arrivé des horreurs. Enfin, ça a explosé suite au projet Blair Witch, qui était l'un des films les plus rentables de toute l'histoire du cinéma. Et donc là, on est un peu dans une même configuration parce que le film a coûté littéralement 10 000 $ ou 10, 12, enfin voilà, c'est genre que dalle. C'est genre un salaire de fonctionnaire annuel, donc c'est rien du tout. Et ça nous raconte l'histoire d'un couple où en fait en gros joué par des acteurs amateurs, je crois c'est peut-être même le réalisateur, je sais plus, il faudrait vérifier, non peut-être pas, enfin bref, en tout cas par des acteurs vraiment pas connus, etc. C'est un couple en fait où la fille en gros elle dit qu'elle est persécutée depuis sa plus tendre enfance par un spectre ou une entité ou quelque chose. Et son petit ami, pour prouver la chose ou non, décide d'installer des caméras partout dans la maison. Et évidemment, il y a un spectre, et donc tu suis nuit après nuit ce qui se passe, etc. Comment le spectre arrive, tu t'assistes au dérochage, t'assistes aux séquences de vie entre les nuits, les choses comme ça. Donc il y a déjà un truc qui est vraiment insupportable dans ce film-là, c'est le personnage du petit ami, donc du mec. C'est-à-dire que le type, en fait, le postulat, c'est il est avec sa meuf, apparemment depuis un certain temps, hein, il vient pas juste de la rencontrer, et elle lui dit ouais, je suis persécuté depuis ma tendre enfance par un démon, machin. Enfin, elle le vit très très mal, et lui, tout ce qu'il trouve à faire, c'est en rire. Littéralement, c'est-à-dire qu'au départ, il met les caméras pour se marrer, et à moins de trucs, il lui rabâche ouais, mais tu verras, machin, c'est des conneries, tu sais dans ta tête. Enfin, genre le mec c'est un pur connard, littéralement. C'est vraiment un pur connard. C'est un pur connard avec elle et le type est insupportable, vraiment insupportable. Il est d'autant plus que au bout d'un moment sur les cassettes, il voit des trucs bizarres, genre t'as la porte qui s'ouvre toute seule, t'as des objets qui bougent, t'as des trucs comme ça, t'as des trucs vraiment très au mieux troublants. Et le type il continue de pas y croire et il continue de faire le con et de rigoler et genre. D'abord, le type, t'as envie de le baffer, quoi. C'est vraiment, pour moi, le plus gros problème du film. Parce que, en dehors de ça, en dehors de ce personnage complètement insupportable, complètement con, j'ai été surpris, je m'attendais à détester, honnêtement. Pour l'instant, j'adore. Hein. Continue. Non, mais je m'attendais à détester parce que moi, j'ai un problème avec le found footage, c'est que le projet Blair Witch, je trouve ça génial, mais c'était beaucoup, dans le film d'horreur et dans d'autres films, c'était beaucoup, comment dire, une astuce, c'est-à-dire c'est une façon de faire un film pour pas cher, c'est-à-dire que t'as juste besoin d'un caméscope, si l'image est dégueulasse, c'est normal, ça fait partie du genre. Si l'image est mal cadrée, mal éclairée, c'est normal, ça fait partie du genre, etc. Donc ça a vite été un moyen pour des réalisateurs sans talent et des producteurs peu scrupuleux de faire des films vite faits, basés sur une bande-annonce efficace et une affiche qui accroche, voilà. Donc je m'attendais vraiment à détester, et en fait, pas du tout. J'ai plutôt bien aimé. Donc, en dehors du fait que le personnage principal est insupportable, parce qu'il y a vraiment un truc que je trouve très très réussi, c'est que le fond de pour l'instant, je suis convaincu là. Continue. Non, mais en fait, enfin, je parlais un petit peu, comment dire, pas philosophie, pas du tout. J'ai pas du tout parlé philosophie, mais un petit peu, comment dire, de façon plus générale du cinéma. C'est-à-dire que le found footage, par définition, la caméra est un personnage du film. C'est le principe même du film, c'est-à-dire que c'est le point de vue narratif, quoi. C'est le point de vue narratif, mais surtout c'est un personnage, c'est-à-dire que les personnages dans le film ont conscience de la présence de la caméra. Et nous, on a conscience que la caméra a été trouvée, c'est-à-dire que la caméra existe. Et donc, dans la plupart des films de found footage, et peut-être un emblématique des années 2000 dont on va reparler, pour moi c'est un gros problème, c'est qu'il y a des films où en fait, il y a des rebondissements ou des choses que tu peux pas faire parce que typiquement, comme la caméra est un personnage et que les personnages sont obligés d'en prendre compte, tu es obligé vraiment d'en tenir compte tout le long. Et là, c'est un film qui en tient compte dans le sens où, justement, t'as tout ce jeu de la caméra, c'est un personnage vraiment important. Et donc ça fonctionne plutôt bien. C'est par exemple le cas aussi de Rec. C'est-à-dire que Rec, en fait, la caméra tourne tout le temps parce qu'il y a une vraie motivation des personnages à la laisser tourner, à filmer tout le temps. Alors que t'as d'autres films où en fait, ils filment tout le temps, mais c'est complètement gratuit. Et du coup, ça tombe complètement à plat parce que le concept du film n'a aucune valeur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand t'as le choix entre sauver ta vie, tenir une caméra, filmer le truc,
tu cours, tu sauves ta vie, alors que dans les 3 quarts des films, ils préfèrent tenir la caméra. C'est complètement débile. Donc, il y a des films comme ça, comme Rec, comme Paranormal Activity, où le personnage de la caméra est bien pris en compte et il y a une réelle motivation, une réelle justification à ce qu'elle soit là et qu'elle tourne en permanence. Donc ça, c'est déjà réussi et c'est vraiment pas toujours le cas. Et deuxièmement, c'est que c'est un film qui arrive à faire peur avec rien. Mais vraiment rien. C'est-à-dire que je sais, Daniel, que t'as eu des maisons de campagne, des maisons de grand-mère, tu sais, on a tous connu ça. La maison de campagne, où tu te couches le soir et t'entends un bruit, n'importe quoi, un bruit, t'arrives même pas à nommer ce que c'est, un espèce de petit bruit, et genre t'arrives plus à dormir de la nuit. C'est le petit truc. Très bien, très bien. Voilà, et Paranormal Activity, ce n'est que ça. C'est-à-dire que pendant tout le film, il te replonge dans cette ambiance angoissante. Finalement, quand t'es plongé dans le noir dans ta chambre, tu vois rien du tout, et c'est tes autres sens qui sont obligés de prendre le relais. Et donc là, finalement, tu vois, parce que la caméra a une vision nocturne, tu vois au-delà de ces sens-là et tu découvres ce qui se passe dans le noir. Qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière ce petit bruit ? Qu'est-ce que c'est que ce petit mouvement ? Et en fait, c'est vachement efficace. C'est-à-dire que tu regardes le film, pour les personnages, c'est une vraie logique, etc. Ça passe vraiment par des tout petits riens, tu sais. C'est vraiment, ça allait vraiment à l'économie et c'est ça qui fonctionne super bien. Et surtout, moi, je me rappelle quand j'ai terminé le film, je l'ai éteint, je suis allé me coucher. Et j'ai pas réussi à dormir pendant 1h30 après. C'est-à-dire, enfin, j'avais pas peur, mais c'est-à-dire que ça cette ambiance, cette oppression du quotidien, du banal, est vraiment super bien réussie. Et j'étais dans mon lit, et dès qu'il y avait un bruit, je l'entendais. C'est-à-dire que les autres soirs, je me couchais, j'entendais rien du tout. Tu sais, là, j'étais attentif à ce genre de détails. C'est tout con, mais en fait, pour moi, c'était vraiment la preuve que ces petits artifices avaient vraiment fonctionné dans le film. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent vraiment très très bien. Et donc, c'est ça, pour moi, la grande force de Paranormal Activity, c'est que il arrive vraiment à te faire peur, ou en tout cas à t'inquiéter avec, voilà, une porte qui bouge, un drap qui glisse, voilà, enfin tout devient suspect, tout devient sujet à interprétation, et ça rend vachement bien en fait, et je m'attendais pas à ce que ça fonctionne aussi bien. Libre à toi de le noter ou de le mettre où tu veux. Voilà, du coup... je n'ai rien à dire. Voilà, tu n'as rien à dire, voilà. Et je rajoutais juste que du coup, le dernier plan, littéralement les dernières secondes du film, il casse ça, c'est-à-dire que le dernier plan, eh ben, c'est un plan effets spéciaux, et alors que tout le reste du film, t'en as pas, tu vois. Et du coup, c'est super con de finir là-dessus, alors que tout le film marchait sur des trucs super banals, quoi. Je tiens à dire juste que j'ai vu pas très Normal Activité. Ah, oh bah toi, t'es un chanceux. Avec Norman. Ouais. Je peux dire que j'ai passé un très très mauvais moment. Voilà. Mais c'est pas la faute à Norman, hein, c'est la faute au film. Voilà. Non, mais pour te dire, voilà, c'est un film où typiquement, une des scènes qui m'a le plus marqué et le plus effrayé, c'est une scène où tu vois la nana qui est debout. Elle est juste debout, elle regarde son mec dormir pendant toute la nuit. Et en fait, la façon dont c'est fait, c'est vachement angoissant en fait. Enfin, tu vois, c'est vraiment des trucs tout cons, quoi. Et, c'est... Voilà. Donc, c'est... Moi, ça m'angoisse si ta meuf me regarde toute la nuit dans le... Ah, pour ça, un jour, faut que je te raconte un truc. Bref, pas de la parenthèse. Putain, les gens voudront savoir. Les gens voudront savoir. Donc, Paranormal Activity, moi, je le mets... Eh ben, écoute, je le mettrais au-dessus de Juno. Quoi qu'il en soit, je suis d'accord. Tout ce qui va au-dessus de Juno, je trouve que Juno est trop haut. Oui, bah c'est pour ça que j'ai pensé... je préfère Juno, mais voilà, je pense que dans la cohérence de notre classement, de notre liste ultime, de notre entreprise de gravure dans le marbre, c'est sa juste place. Bah écoute, si tu le penses, c'est que c'est ça. Et le troisième film, t'es prêt ? Ah bah j'ai été prêt dans le ventre de ma mère. Oh, putain, à chaque fois il me l'a fait. À chaque fois, ouais, j'ai obligé. Final Fantasy... The Spirit Within ? Les créatures de l'esprit. Voilà, les créatures de l'esprit. Un film de Hironobu Sakaguchi, donc le créateur de la saga. De la saga, avec... Mais qui s'est fait aider, pour l'occasion. C'est un film qui a malheureusement pour lui un des records du film le moins rentable de tous les temps. Ouais, parce que ça... Bah, en fait, ça a coûté énormément d'argent et ça a rapporté très très peu. Oui, parce que voilà, c'est Final Fantasy, donc la célèbre série de jeux vidéo qui s'est fait connaître en Occident au grand public, on va dire, avec le 7ème épisode sur PlayStation, avec notamment les scènes cinématiques qui entrecoupaient l'histoire. Enfin, c'était vraiment, si on se replace à l'époque, en 97, c'était vraiment genre une révolution, machin. Enfin, c'est ça qui a permis de faire exploser le JRPG, qui n'était pas spécialement bien distribué en Europe finalement à l'époque, parce qu'au Japon, enfin, c'était déjà une institution, mais c'était un truc naissant. Il y avait juste le buzz, quoi, mais oui, c'est ça, mais ça a commencé juste, ouais. À partir de Final Fantasy VII, enfin, c'est vraiment celui qui a fait exploser et qui après a permis à tous les JRPG qui ont suivi derrière, enfin pas tous, mais en tout cas
un certain nombre de sortir chez nous, alors qu'avant on les voyait jamais, il fallait parler japonais, avoir une console japonaise, enfin voilà. Donc c'était vraiment, enfin dans l'histoire du jeu vidéo, dans la chronologie du jeu vidéo, c'est vraiment une série qui est très importante, rien que pour ça, même si t'apprécies pas, tu peux pas lui retirer son impact historique. Et donc du coup voilà, les cinématiques, et au bout d'un moment ils ont décidé d'en faire un film entier avec les techniques, l'exigence des cinématiques des jeux, sauf que pour les jeux t'avais une demi-heure de cinématique calée entre les trucs, et là ils ont fait un film de 2 heures en entier. Ils ont eu clairement les yeux plus gros que le ventre, parce que à l'époque les méthodes de travail permettaient pas non plus de faire ça de façon peu onéreuse, quoi. C'est un film qui a eu une gestation terrifiante. Ça a duré des heures et des années. Oui, parce que si ça met des heures, c'est pas oui, ça va. Bien sûr. Mais et qui a failli mettre le studio vraiment à mal. Ouais, vraiment sur la paille, ouais. Et au fur et à mesure, ils ont essayé d'à peu près équilibrer. Il y a Columbia qui a remis de l'argent. Je sais plus, c'est genre 140 millions de dollars, un truc comme ça. Enfin, c'est des budgets incroyables. À l'époque, c'était un record, et surtout par rapport à ce que ça a rajouté, et surtout par rapport au marché qui n'était pas le même. Par exemple, le marché n'était pas les blockbusters et tout ça, on était encore assez pas frileux, mais tu vois, c'était un mauvais timing. Il est sorti au Japon en plus juste après le 11 septembre, donc tout le monde s'en battait les couilles. Oui, tu parles d'un timing, effectivement. Ah non, vraiment, c'est un film qui a eu vraiment un timing de merde. Square, ils ont fondé un studio à Honolulu rien que pour faire Square Pictures, qui était là juste pour faire le modeling en 3D. Ils l'ont fermé juste après. Oui, et c'est ça le principal, c'est que c'est un film qui a failli qui a failli couler Squaresoft, et il leur a fallu beaucoup de succès pour essayer de pas d'éponger, mais de redevenir bénéficiaire pour ensuite fusionner avec leur ennemi juré, enfin leur Enix, ouais. Enix, qui était l'autre gros pourvoyeur de JRPG, mais qui ont gardé la main sur l'entreprise, puisque Square était encore déficitaire à l'époque, quoi. Ouais, et donc le film en lui-même, en fait c'était aussi les années, enfin déjà à l'époque la promesse c'est de l'image synthèse photoréaliste était pas complètement tenue, c'est-à-dire qu'il y a... Alors je t'arrête, par contre, je trouve que techniquement le film est fou. Non, mais pour l'époque, c'est la première fois où tu voyais qu'on pouvait aller aussi loin, quoi. Oui, pour l'époque, mais pour moi c'est vraiment le film de l'Uncanny Valley, c'est-à-dire que ouais, il y a un peu de ça. C'est vraiment, bon, tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement pour l'époque c'était absolument fou, mais c'était pas encore au stade où c'était transparent. Et vraiment, t'as vraiment ce côté c'est vraiment le film de l'Uncanny Valley, c'est-à-dire que l'Uncanny Valley, c'est ce principe qui fait que plus tu te rapproches plus quelque chose de synthèse se rapproche de la réalité, et plus tu en vois les choses bizarres. Ouais, plus tu en vois les défauts qui t'éloignent de la réalité. Enfin, voilà, c'est un mécanisme de défense. Et on l'a vu il y a pas si longtemps dans les Star Wars. Star Wars, exactement. Voilà, ils ont essayé de refaire Leia et Tarkin. Et Tarkin, effectivement, ouais. et tu t'accroches, c'est souvent le regard. Là c'est aussi les cheveux sont assez étranges en fait, parce que ils ont passé je sais pas combien de temps à faire les cheveux de l'héroïne. Et en fait, tous les autres personnages ont des cheveux super figés. Enfin, tu sais, t'as un truc. Ouais, ils ont la méthode de jeu vidéo d'ailleurs. Très figés, et l'héroïne, elle a des cheveux. Ils sont tellement beaux, t'as envie de les bouffer, quoi. Voilà, c'est ça. Et tu passes énormément, t'as énormément de plans avec le grain de peau des personnages, etc. Et pourtant, t'es encore au stade où les regards, c'est pas encore tout à fait ça. Tu sais, t'as vraiment, enfin voilà. Mais quand même, techniquement, c'était vraiment. Ah oui, c'était vraiment très avancé. Je me souviens de ce moment-là, quand j'ai vu ce film, je me suis dit, on n'a plus besoin. Je l'avais pensé, on n'a plus besoin de Luke Skywalker on n'a plus besoin de Mark Hamill pour faire une suite à Star Wars, quoi. Là c'est ce qu'est en train de se dire Disney en ce moment, hein. Oui, bien sûr. mais moi justement, ce film préfigurait tout ça, quoi. Ce film préfigurait ça, mais moi justement c'est ce que moi au contraire j'ai vu, je fais ok, on n'y est pas encore les gars, enfin vraiment. Et tout le film, moi ça m'a à l'époque, hein, donc je pense qu'aujourd'hui ça va être encore pire, honnêtement je l'ai pas revu, mais déjà à l'époque moi ça m'avait vraiment perturbé, c'est-à-dire que j'avais énormément de mal à m'impliquer dans ce qu'on montrait, c'est-à-dire que il manquait soit la stylisation, parce que parfois voilà, on a parlé de films qui sont pas réalistes, mais quand t'as une stylisation, enfin là tu sentais, t'avais vraiment le film qui essayait de faire réaliste, mais qui, enfin voilà, vraiment l'Uncanny Valley. Et pour moi déjà c'était vraiment un obstacle qui était assez compliqué à dépasser. Et puis au-delà de ça, le film en lui-même est chiant. Voilà, c'est super chiant. C'est qu'ils ont à la fois essayé de faire Abyss, mais sans l'amour.
Ils ont essayé de faire à la fois un film de Malik, mais sans Malik. Enfin, sans le... Ouais, ils ont essayé sans de faire les auteurs. un space opéra, mais sans trop de séquences. Mais sans espace. Sans espace. Et en fait, et honnêtement, les enjeux du truc, parce que t'es toujours autour de d'une thématique récurrente dans Final Fantasy qui est la préservation de la planète et de l'esprit de la planète. Hein. T'as tous ces trucs que tu peux retrouver au travers de différents Final Fantasy, mais en fait tu comprends pas trop les enjeux et les tenants et les aboutissants de l'histoire, parce que c'est assez mal expliqué, c'est assez mal raconté. Il y a des scènes qui se déroulent et tu vas pas trouver ce qu'ils veulent en venir, et puis où est-ce qu'ils y vont, ils mettent 3 plombs à y aller. Enfin voilà, c'est un film qui se déroule mais vraiment très très mal, enfin c'est pas fluide, et c'est à chaque séquence tu te demandes mais putain où est-ce qu'on va quoi, et vraiment c'est tout le long du film tu te poses cette question. On va vers la chanson de fin qui s'appelle The Dream Within, qui est chantée par Lara Fabian. Et ça, c'était un beau cadeau à l'humanité, et nous en sommes fiers. Non, mais c'est un peu, tu vois, le film, ils essayaient de faire, ils se disaient, merde, faut qu'on fasse des goûts d'occidentaux, et les occidentaux, ils aiment Lara Fabian. Voilà. C'était un mauvais calcul. C'était pas la décision la plus pertinente mais du bon, monde. C'est pas, le problème n'est pas dans Lara Fabian. Non, voilà, finalement, il y aurait eu que Lara Fabian, on aurait été content, quoi. Pour moi, c'est une des premières fois où on voyait vraiment une personnage en CG devenir un peu une égérie, quoi. Il y a eu Lara Croft avant, mais là, Aki, donc l'héroïne, tu la voyais... la voyais faire les magazines, quoi. Oui, c'est ça. Un effort promotionnel assez important là-dessus. C'est ça. C'était la révolution, entre guillemets, annoncée, et... tu le voyais, mais cette fois-ci, pas contrairement à Lara Croft, mais de façon plus patente encore que Lara Croft, c'était vraiment une volonté du studio. Parce que Lara Croft, en fait, finalement, le phénomène a explosé un peu malgré elle, entre guillemets, à la suite du premier épisode. C'est par accident, entre guillemets, parce que bon, t'as toujours des trucs promotionnels. Non, c'est-à-dire un succès, enfin voilà. Oui, voilà, mais dans l'absolu, le fait que Lara Croft fasse la couverture d'un magazine où le mois précédent il y avait U2, ça c'était pas calculé. Alors que là, justement, les mecs se sont dit, bon, faut qu'on mette vraiment en avant cette héroïne, ce personnage, parce que c'est ça notre promesse. Notre promesse, c'est l'acteur virtuel, c'est le personnage. Tu vois, je pense que dans l'esprit de Squaresoft à l'époque, ils voulaient peut-être décliner le personnage de Aki autrement, voilà, tu vois, un peu comme dans Simone avec Al Pacino. L'idée c'était ça. En fait, je pense, hein, à mon avis, sauf que le film n'a pas marché du tout, ils ont jamais réussi à le faire. Donc effectivement, c'était la première fois qu'on poussait une star virtuelle de cette façon, quoi. Où est-ce qu'on va mettre ce film un peu problématique? Il y a un truc qui m'a toujours fait rigoler, c'est qu'en fait les personnages ont été chara-designés, mais comme dans un film comme dans un jeu vidéo traditionnel japonais, en fait, et ensuite ils ont été réadaptés à l'américaine. Et le savais-tu, le chara-designer des personnages de Spirit Within, donc de Final Fantasy Spirit Within, c'est le chara-designer du film animé de Street Fighter. Ah, le Street Fighter 2 movie. Le celui de 92 ou de 94. 94, c'est ça, oui, tout à fait. Que j'ai vu en salle à sa sortie, mec. Waouh, beau gosse. Très bon film d'ailleurs. Hein. Donc, t'as vu la scène de Chun-Li sous la douche au cinéma. Au cinéma, et je peux te dire que les enfants ont tous fait oh. Bah oui, forcément. Et j'ai un souvenir un peu bizarre de ce film, puisque j'ai interviewé Hironobu Sakaguchi à l'époque, et je crois que c'est une de mes pires interviews. Ah ouais. Genre, mais pas. Il était pas coopératif ou Non, pas à cause de lui. Je crois que c'était moi. J'étais pas dans le coup. D'accord, t'étais pas dans le mood. Je crois que de ce jour-là, je me suis dit, il faut que je monte dans mon game là. C'est ça. Faut que tu step up. Faut que je step up. Et lui, par contre, le film, il a step down là. Ah ouais, bien step down, ouais. Où est-ce qu'on le met? Où est-ce qu'on le met tu vois, à technologie révolutionnaire, je vois Avatar. Ouais, mais je trouve qu'Avatar est un bien meilleur film que bien sûr. que Capture d'Esprit. Je pourrais regarder Avatar. Oui, voilà, c'est ça. Le talent narratif, plus facilement que celui-là, quoi. Voilà, le talent narratif de James Cameron fait que malgré tous les défauts qu'on a énoncés sur Avatar, ça reste un divertissement efficace par moment, et voilà. Mais j'irais pas, par exemple, je le préfère à King Kong. Écoute, pour moi, ils sont plus ou moins équivalents, donc. Donc on met au-dessus de King Kong. Ouais, on met au-dessus de King Kong, ouais. Je crois qu'on est bon, vu la durée. Écoute, ouais, je ne t'impose pas d'autres listes. T'as vu, je suis même sympa, j'assiste pas cette semaine, tu vois. Alors, s'il te plaît, ouais. S'ils veulent que ça dure longtemps, là, il va falloir passer la caisse. Voilà, passer à la caisse. Est-ce que tu as une recommandation? Elle est gratuite, celle-là.
Elle est gratuite et c'est une recommandation hommage puisque entre le dernier épisode et aujourd'hui, un artiste auquel je tenais plutôt particulièrement nous a quitté, qui est en la personne de Chris Cornell. Donc Chris Cornell, pour les cinéphiles, c'est le compositeur-chanteur du générique de Casino Royale. Donc voilà, le James Bond premier James Bond avec Daniel Craig, la chanson You Know My Name. C'est aussi, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler, le chanteur d'Audioslave qui a beaucoup inspiré Michael Mann pendant sa filmographie des années 2000, et notamment sur un petit film, je sais pas si on entend parler, qui s'appelle Collateral, où il y a du Audioslave et donc du Chris Cornell dedans. Donc voilà, mais surtout Chris Cornell, et c'est là où j'en viens avec ma recommandation, c'était le chanteur de Soundgarden, un des Big Three du Seattle des années 90. Voilà, et je tenais du coup à recommander l'album Super Unknown de Soundgarden, qui est sorti, si ma mémoire est exacte, c'est 94, qui est un album tout simplement fabuleux. C'est celui où il y a la chanson emblématique de Soundgarden, Black Hole Sun. Si généralement les gens ne connaissent qu'une seule chanson de Soundgarden, c'est celle-là. Bah, c'est celle que je connais. Voilà, Black Hole Sun, qui est une chanson vraiment géniale. Mais au-delà de Black Hole Sun, parce que ça peut parfois être, souvent dans des albums, t'as l'arbre qui cache la forêt, des exemples, t'en as plein. Mais là, pas du tout. C'est-à-dire qu'autour de Black Hole Sun, t'as un vrai putain d'album, hyper diversifié, avec vraiment plein d'approches. Il y a plein de chansons vraiment géniales. Enfin, je pense notamment à Spoonman, qui est une chanson vraiment incroyable. Super Unknown aussi, la chanson titre de l'album, qui est aussi super bien. Voilà, enfin c'est vraiment un album à écouter, réécouter, et surtout qu'en plus ça permet de vraiment resituer. C'est-à-dire que, comme je disais à l'époque, c'était le Big Three des musicos de Seattle, donc avec Nirvana et Pearl Jam, et bien souvent dans l'esprit des gens, enfin ils sont rangés à côté de Pearl Jam et Nirvana, alors que finalement si tu réécoutes cet album, tu te rends compte qu'au point de vue du style, ils sont vraiment un style vraiment à eux, vraiment particulier, vraiment unique. Et voilà, donc c'est un super album à redécouvrir, et puis voilà, donc je vous recommande de l'écouter en boucle. Voilà, c'est comme ça que ça s'écoute. Ça m'a donné envie, mais moi je le connais vraiment à cause de You Know My Name. Oui, You Know My Name, qui pour moi qui est une belle chanson de James Bond, un peu sous-évaluée, mais qui m'intéresse surtout pas à cause de son rythme. Je trouve qu'elle fait justement pas très Bond, elle est assez rock. Mais ce qui est intéressant, c'est, je pense, au contraire, pour une fois, c'est les paroles, puisque il a mis vraiment de lui-même, et il y a une vraie étude des paroles par rapport au contenu du film. Contenu du film, exactement, c'est ce que j'allais dire. Pour moi, j'aime bien la chanson You Know My Name, c'est pas ma préférée. Je suis pas un expert en Cornell, mais par contre en James Bond. Voilà, c'est pas ma préférée de la carrière de Cornell, mais j'aime bien la chanson, et effectivement, comme tu dis, pour moi, c'était la chanson qu'il fallait pour ce Bond-là. Et effectivement, comme tu le dis, au niveau des paroles, et même au niveau le fait d'avoir pris cette thématique plus rock, correspond bien à l'état d'esprit du film. Enfin, c'est vraiment pour moi la chanson titre qu'il fallait pour ce film là. Et voilà. ça souvent James Bond, ils avaient le sens de ça, que ce soit GoldenEye ou celui-là ou Spectre. Ah non, attends, merde, ta gueule. Spectre, la chanson de Spectre a eu plus d'Oscars que tous les films Marvel, je te dis. Ouais, mais pourtant, putain, elle est horrible. C'est compliqué. Pour Marocco, ça va être très rapide. Je vous recommande une exposition. C'est l'art de DC, l'aube des super-héros, qui se trouve à musée Art Ludique, donc à Paris. Alors, ça vaut vraiment le coup, ça vaut vraiment la balade. Elle est très grande et imposante. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir, à lire. Il y a énormément de planches originales, et vous savez que ça, c'est plutôt ma cam. Ouais, c'est toujours très impressionnant à voir, les planches originales, de toute façon. Et les planches originales de BD, il y en a énormément. Je connais plus en fait, je connais la plupart des collectionneurs à cause de mes voyages aux États-Unis, et donc ça me fait plaisir de voir leur collection cachée, en fait, parce que ça, ils les montrent pas. Il y a vraiment de très belles pièces. Et en même temps, pourquoi j'en parle ici, c'est qu'il y a énormément de props de films. Il y a les costumes. Alors, il y a les costumes qu'ils ont ramenés du musée Warner Bros. Qui se trouve à Los Angeles. Donc, il y a le costume de Wonder Woman original. Il a perdu des couleurs. Il y a les costumes originaux il y a énormément de props, en fait. Il y a le costume de Christopher Reeves. Il y a les costumes des Batman et des Superman récents. Ils y sont à peu près tous. Aussi bien que c'est des films que je porte pas du tout dans mon cœur, et je dis ça, demain je vois Wonder Woman.
il y a quand même du savoir-faire dans la manière de créer ses costumes et ses décors et ces choses comme ça. Alors après, ce qu'on en fait, c'est pas forcément bon. Je pense à Man of Steel, c'est quand même beaucoup de talent gâché. Ah bah oui, c'est... Non mais oui, c'est... Superman, c'est horrible. Mais par contre, l'expo est très intéressante pour voir l'évolution de ces personnages, de ces archétypes, et de voir qu'on peut les traiter différemment aussi, puisqu'il y a aussi pas que la bande dessinée, il y a aussi les dessins animés, il y a des planches de storyboard de Bruce Timm. C'est vraiment une expo très 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 complète. Et t'habiterais à Paris, j'emmènerais tes gamins la voir, mon pote. Eh ben, j'habiterai à Paris, je les emmènerai aussi, figure-toi. Mais bon, moi j'habite dans la grande banlieue parisienne, très grande banlieue parisienne. Oui, t'es un peu le... Comment dirais-je, l'esprit, t'es un peu le bobo... Ah bah oui, c'est ça, je suis l'archétype même du bobo parisien, tout à fait. Voilà, de cette culture... De la bien-pensance culturelle. De la bien-pensance culturelle, voilà. Voilà, exactement, c'est tout moi. Ouais, bon bah écoute, moi je connais plutôt tes vaches. C'est clair. Bah je crois qu'on a fini, ça y est. Oui, on a fini. Ouf. On était rapide, ça va. Ouais, alors je te dis pas, on a fait moins de listes que d'habitude encore. Mais c'est ça la passion. Bah, tu sais que graver dans le marbre ça prend du temps, Daniel. C'est pas quelque chose que tu fais comme ça. Surtout les années 2000, quoi. Bah c'est tellement proche de nous. Et si tu savais les autres listes que j'ai préparées derrière. Oh là là. Ah mais il y a certains films, je pense que quand ils arriveront, faudra faire une émission entière juste sur ce film-là, à mon avis. Je pense aussi. Ouais. J'ai 2-3 candidats comme ça en tête. Le jour ils tourneront. Je vois très bien. On vous remercie de votre fidélité. On est disponible sur le site supercinébattle.fr où vous pouvez aussi retrouver la master list. Vous pouvez retrouver aussi l'émission sur YouTube qu'on met comme ça, gratos, voilà, si tu veux. Ah, on est comme ça, nous, voilà. On fait pas payer les frangins, tu vois. Voilà. On vous remercie de nous soutenir, c'est-à-dire, et nous soutenir, c'est simple pour l'instant, c'est parler de Super Ciné Battle autour de vous, de l'écouter. De aller sur iTunes et de mettre des petites étoiles, de YouTube des pouces. Quoique YouTube c'est vraiment c'est pas le plus gros de notre audience, mais c'est quand même toujours c'est toujours sympa quoi. On lit toujours les commentaires, on apprécie toujours les pouces bleus, et comme nous on n'est pas aussi mainstream que les YouTubeurs avec des millions d'abonnés, ça nous fait toujours plaisir quand on voit des commentaires et des commentaires intéressants. Stéphane, dis-nous tout, où peut-on te retrouver ? Eh bien écoute, sur Twitter, @gkpluginbaby, sur Gamecult, sur Sens Critique, Plugin Papa, et sur After Eight aussi, de temps à autre. Là dernièrement on a parlé d'une petite série méconnue qu'on avait envie de mettre un peu en lumière, parce que les gens connaissent pas bien, qui s'appelle Alien, petite série de films née en Angleterre, pas très... mais que je vous recommande. Donc voilà, on a un peu discuté avec Benjamin. On a essayé de la mettre un peu en lumière, parce qu'elle est pas très connue. Parce que voilà, elle n'est pas très connue, elle le mérite. Je pense que ça fait partie des grandes injustices de l'histoire finalement, que tout le monde ait oublié Alien aujourd'hui. Voilà, et puis peut-être dans un autre épisode pour parler d'autres choses. On s'est promis des tas de choses à ce niveau-là, donc on verra bien comment ça évolue. C'est vrai, on t'a intronisé un petit peu. Voilà, j'ai été effectivement intronisé officiellement After Ethos. Voilà, donc, tu es notre Perceval le Gallois. Ça fait très plaisir. Oui, je t'ai choisi le bon. Oui, c'est ça, ouais. Et écoutez, pour moi c'est Camille Robotique sur Twitter. Vous pouvez me retrouver sur Super Ciné Battle et sur After Eight, et sur le podcast qui s'appelle MDR, où on parle de comédie française. Et attention, accroche-toi mec, il y a 2 comédies françaises d'affilée qu'on a validées. Waouh, putain, c'est ouf, hein. Ah ouais, mais là les gars, faites gaffe parce que vous risquez le burn-out, hein. Faut y aller doucement. Alors, crois-moi qu'on est redescendu tout de suite avec l'enregistrement d'aujourd'hui, parce que c'était le dernier film de Valérie Lemercier. Ah oui, désolé. Ah ouais, et c'est Valérie Lemercier 2017, hein, c'est un autre level. Mais je vous aime bien les mecs, vous méritez pas ça. Et puis aussi sur Gaijin Dash, il faut le dire, puisque Gaijin Dash, c'est le podcast où je participe avec mon ami Greg et Pouillot. On parle de l'actualité japonaise du jeu vidéo, et de l'actualité même des souvenirs, puisqu'on parle beaucoup du monde passé, et puis en se rappelant qu'avant c'était bien aussi. Avant c'était bien. Ah, les E3 des années 2007-2010. Ah, les TGS. Les TGS des années 2007-2010, c'était bien ça. C'était une bonne époque. Hein. C'était une bonne époque. Tu mangeais beaucoup quand même. Oui, mais c'était pas ma carte bleue, donc je m'en foutais. Voilà, vous savez tout. Et merci encore de nous suivre et d'apprécier le concept, ça nous touche beaucoup. On vous dit à la prochaine. Ciao. Ciao, merci à tous.
remarqué comme on est mieux sans Quicks quand même, hein. Non mais sauf que lui en plus il a le pouvoir du montage, enfin tu vois, il s'arrange pour avoir le beau rôle à chaque fois et être l'érudit. Tu sais en fait j'ai remarqué la dernière fois, je suis persuadé qu'il a réenregistré des trucs, tu sais, après qu'on a enregistré nous. Alors que avec moi t'es sûr que tu es bien traité quand même. Voilà, exactement. T'as l'air quand même toujours plus Je suis en intelligent. confiance, oui bah, je suis beau, je parle beau quand c'est toi qui fais voilà, le montage. non, mais avec moi quand tu parles t'as des cheveux. Quel bâtard. C'est dégueulasse, hein. Ouais, ça c'est pas autorisé. Je préfère ça... encore taper sous la ceinture que au-dessus des crânes. Oui, j'ai rencontré un mec à Cannes qui s'est fait des implants de cheveux. Ça lui faisait tellement mal au cœur qu'il s'est fait... Je lui ai demandé, ça a coûté 4 000 € quand même. Ah ouais, non, mais non, quand même, non. Moi je le prends à la vanne, c'est bon. 4 000 €, c'est... D'ailleurs, je tiens à préciser, Daniel, que j'ai eu des réclamations suite à une émission. Des réclamations d'un certain Maxime Donzel. Ah, alors c'est laquelle parce que qu'est-ce qu'il a dit? Il me disait qu'en fait tu confondais White Chicks avec Legally Blonde. C'est vrai que dans ce que j'ai dit, dans ce que t'as dit en fait, j'ai voilà, confondu White Chicks avec Legally Blonde. En fait, les propos que tu lui as attribués, c'était pas sur White Chicks, c'était voilà, sur c'est exactement voilà, ça. Ouais, ça, en fait, c'était pour autre chose. Ouais. Mais après, c'est que voilà, je n'ai pas le pouvoir d'avoir la culture de Max, quoi. Enfin, surtout, disons, en plus, son érudition très très spécifique quand même. Oui, c'est une érudition spécifique. Ouais. Je veux dire, le mec le plus calé en France en Legally Blonde et en White Chicks. C'est ça, c'est lui. Bah, le jour où on fera Legally Blonde Battle, faudra l'inviter. Hein. C'est comme ça. Puisqu'on en est là, qu'est-ce qu'on a comme d'autres erratums à faire? Non, bah après le reste, on est parfait. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ça, merde, quoi. Je crois que comment il s'appelle les deux tours, il est bien à sa place. Bah, voilà. Avatar aussi. On aime bien se faire des amis. Ouais, c'est pas grave, nous on assume. C'est quoi? Tu sais pourquoi? C'est que tu représentes un peu trop le microcosme parisien, c'est pour ça. Mais c'est ça. Je pense effectivement que je suis trop parisiano-centré. D'ailleurs, en soutien à tous les amis parisiens, je n'ai pas fait le plein d'essence de ma voiture et j'ai râlé parce qu'à cause de la pénurie. Puisque visiblement la France était paralysée, alors que toutes les pompes étaient ouvertes de chez moi et je trouvais ça intolérable. Et du coup, je n'ai pas mis d'essence et j'ai râlé. Et voilà, je me suis senti bien comme il faut parce que il y a qu'en étant parisien. Je me suis senti bien, tu vois, comme ça. Ah, je suis passé en plus dans ton ex-rue il y a pas si longtemps, en pèlerinage. Ah. Près de l'Ours Martin. Près de l'Ours Martin. Putain, il y a que toi qui connais l'Ours Martin, quoi. Bah oui, voilà, tu vois, on a notre petite référence. Tu te rends compte qu'on a dépassé les 100 de films là, quand même. Oui. Et on va pas s'arrêter là. Hein. On l'a dit. Là. Ouais, on a dit qu'on allait faire un gros score. Alors, moi, je suis presque prêt à enregistrer. La seule chose qui me manque, c'est du bon goût. Connard. Ouais, j'étais obligé, voilà. Et mec, moi j'ai rencontré Samong, alors un peu de respect. Oui, c'est ça, c'est clair.